amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, na 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 na.
Allez, bonne nouvelle sur notre ring ovin. Alors les ovins, oui, les moutons. Bravo. Ah, j'avais peur qu'ils se trompent. Le programme de la matinée, soyez les bienvenus autour de notre ring. Il y aura du spectacle, des quiz de temps en temps qui vous permettent de revisiter l'univers de la ferme et de découvrir comment vivent nos campagnes, ce que font au jour le jour nos éleveurs, nos agriculteurs. Nous aurons également des rendez-vous olympiades avec découverte du soin, du tri des brebis. Comment est-ce que l'on gère des brebis que l'on doit séparer à quelques moments de l'année et pour quelques raisons. Tout cela vous sera expliqué évidemment par des spécialistes et des bergers de grande qualité. Et puis nous aurons également dans le courant de la matinée la présentation des races très locales des Pyrénées. Ce sont des races rustiques, ce sont des races qui doivent être découvertes et qui font la richesse de nos territoires. Dès que vous avez envie de vous poser quelques instants, quelques minutes, bienvenue dans notre tribune. Il y a de la place, siège bleu, quoi qu'il arrive, ciel ou marine, c'est vous qui décidez.
Je rappelle qu'au programme des réjouissances sur le ring des ovins, on va vous présenter la ferme, on va vous présenter des animaux, on va vous présenter également l'univers de la bergerie et de ses éleveurs, bergers et bergères. Les élèves qui passent là-bas sont invités à nous rejoindre dans le courant de la matinée. Dès que vous en avez envie, on a des places assises à votre disposition. On va visiter la ferme pendant une vingtaine de minutes, quand vous le voulez, quand vous le souhaitez. Alors, ce rendez-vous des Pyrénéennes vous propose de découvrir notre agriculture, notre élevage également, cette région riche, l'Occitanie. Vous avez au programme la découverte de races très territoires. Nous avons également au programme quelques très bons produits préparés par des chefs qui vous permettront de vous régaler tout au long de la journée. J'ai une bonne nouvelle, j'ai l'impression qu'on a quelques élèves qui arrivent. Bonjour mesdemoiselles, ce sont des élèves que vous nous amenez pour... Ouais, on fait un petit quart d'heure. Ça va? Bonjour professeur, ça va? Un petit quart d'heure pour visiter la ferme. Ça le fait? Bonjour les enfants, installez-vous. Voilà. Vous avez siège bleu ou siège bleu, vous choisissez. Bleu pour les filles et bleu pour les garçons. Voilà, on va faire comme ça. Bienvenue. D'où est-ce que vous venez? Elle est où l'école? Salis. Salis. À combien de kilomètres de Saint-Gaudens? Combien de kilomètres? De quoi? Combien de kilomètres de Saint-Gaudens? Tu sais pas. T'as mis 1 heure, t'as mis 20 minutes, t'as mis combien de temps à venir? 1 demi-heure, parfait. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça va? Vous savez qui vous me rappelez là? Vous me rappelez moi? J'étais toujours dans le fond de la classe. Venez avec moi sur le devant. Allez, venez. Voilà. Que je vous vois des yeux dans les yeux. Allez, approchez les garçons, venez vous mettre là. Voilà. Dépêchez-vous. Approchez. Ouais, voilà, plus de... tiens, toi le faillot là, viens devant. J'aime bien voir les bons élèves avec moi. C'est un bon élève, lui là, qui arrive avec son sac à dos. Ah, on les découvre. Allez, installez-vous. Bon. Comment tu t'appelles? Ça va mon Théo? J'ai dit que j'aime bien avoir les bons élèves à côté de moi. Tu en fais partie? Tu sais pas trop, hein, l'année commence. Bon, allez, super. On va visiter une ferme et le travail de nos agriculteurs, de nos éleveurs pendant un petit quart d'heure. Ça vous va? On fait ça? Parce que vous venez aux Pyrénéennes pour découvrir l'agriculture, pour découvrir les bons produits de notre région, mais vous avez peut-être quelques lacunes, vous avez peut-être des choses à apprendre. Voilà ce que je vous propose pendant un petit quart d'heure. Alors, tout d'abord, quand on est éleveur, c'est quoi son métier? Un éleveur, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, je ne vais pas bien t'entendre. Qu'est-ce qu'il fait un éleveur? Tu vois, je ne t'entends pas. Approche, viens me voir. Qu'est-ce qu'il fait un éleveur? Son travail tous les jours, tiens, vas-y, dis-moi. Alors, il va soigner les vaches. Si je suis éleveur de vaches, effectivement. Donc, imagine que nous soyons éleveurs de vaches tous les deux, élevage de bovins. La grande famille des vaches avec le taureau, le veau, la vache, ce sont les bovins, B-O-V-I-N-S. C'est la grande famille représentée des vaches, des taureaux et des veaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous les jours quand on est éleveur de vaches, mon copain? Quoi? On dit comment? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours quand on est éleveur de vaches, toi et moi? On va se lever à 6h30, 7h du matin. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pardon? Les nourrir. On peut aller les nourrir. Très bonne chose. Si elles sont dans leur prairie, qu'est-ce qu'elles mangent, les vaches, quand elles sont dans leur prairie?
De l'herbe. De l'herbe, très bien. Mais si elles sont dans un bâtiment, qu'est-ce qu'on va leur donner, Théo, si mes vaches, elles sont rentrées à l'étable dans le bâtiment? Elles vont vouloir manger de l'herbe, mais il n'y a pas d'herbe par terre, donc je vais leur donner du... Foin. On applaudit Théo, bravo. Ça, c'est un champion. Il sait que l'herbe séchée, c'est du foin. Tu as gagné un stylo. Donc, tous les matins, effectivement, je vais les nourrir s'il y a besoin. Bravo Théo. Bon, mais si elles mangent, qu'est-ce qu'elles doivent faire également? Églou, églou, églou. Je leur donne de l'eau. Si je vous pose la question très vite, que boit la vache? Du lait, du lait. Non, elle peut faire du lait dans sa mamelle, elle boit de l'eau. Très bien. Exactement, j'ai une bonne réflexion ici à gauche. Encore un champion qui est devant. C'est le veau qui boit du lait. Donc ça veut dire que les mammifères, les humains, les animaux comme les vaches, les moutons, les chèvres et bien d'autres, quand il y a la naissance d'un petit, il y a du lait qui arrive dans la mamelle pour nourrir le petit. D'accord? Ok. Tiens, à ce propos, on y va. Je vous donne la femelle, vous me trouvez le mâle et le petit. Vous êtes prêts? Alors, on y va. La vache, donc le mâle, taureau. Le petit, on en a parlé. Le veau, impeccable. Tout va bien, c'est bon. La jument, on en aura tout à l'heure, la jument. Allez, je monte ici. Alors, la jument, le mâle, le cheval. On peut trouver quelque chose d'un petit peu plus précis. Oui, mais je veux... Oui, alors, le poulain et la pouliche, c'est bon, je veux le mâle. Étalon, très bien. Encore un point pour les filles. Ouh, elles sont en force. Très bien. La brebis. La brebis. On est avec les moutons, les ovins. Tout à l'heure, bovin pour les vaches, ovin pour les moutons. Le mâle, bélier, très bien. Eh, vous êtes bon, hein? Vous êtes quoi, CM1, CM2? Sixième. Ah ben c'est pour ça que vous avez un talent fou. Bravo. Allez, et en plus vous êtes de la campagne. Brebis, bélier. Ah, toi, tu es en train de faire le zouave là-bas. D'accord, ok, à la télé. Le petit, bélier, brebis. Agneau, très bien, bravo. La truie, c'est la femelle chez les porcins. Le mâle, ouais, le porc, on va dire un verra. C'est très compliqué le verra, mais c'est vraiment le nom du mâle, verra. Et le petit, Non, c'est pas pour ça. qu'est-ce que tu voulais dire? Il y a aussi les velles. La truie, le verra, c'est le mâle. Et les petits? Les porcinets. Ouais, porcelet. On a oublié les caprins, les chèvres. Alors, la chèvre, elle a besoin de qui pour faire un petit? La chèvre. Alors, qu'est-ce que c'est que le mâle de la chèvre? Ta. Ils sont meilleurs à droite qu'à gauche. Là-bas, il s'est mis sur le côté, il s'est dit, je vais me rendormir gentiment. Il ne me voit pas. Je me suis à peine coiffé ce matin, je n'ai pas eu le temps. Je vais me débrouiller à me faire oublier. Trouve-moi le mâle de la chèvre, tiens, mon copain là-bas. Vas-y, le mâle de la chèvre, c'est la catastrophe. Bon, alors, le mâle de la chèvre. Ah non, toi, tu te mets la main sur la tête. Le bouc, je prends, et le petit, c'est le chevreau. Très bien. Bon, donc tous les matins, je fais attention à ce que les animaux mangent bien, boivent de l'eau. Les grands, les petits, ce sera du lait. Et surtout, je fais attention à la propreté des bâtiments. D'accord? À la propreté des bâtiments. Qu'est-ce qu'on met dans un bâtiment pour que l'animal se couche confortablement à hauteur de 50 cm d'épaisseur? De la paille, très bien, effectivement. La paille, c'est véritablement ce qui va faire le matelas pour les animaux. Bonne réponse. Et écoutez bien, à la fin de l'hiver, quand la paille est mélangée à l'urine et à la bouse de vache, comment ça s'appelle ça, qu'on va mettre dans les champs pour faire un engrais naturel? Fumier! Bonne réponse. Ah, c'est un pro de la ferme? C'est vrai? Parce que tes parents sont éleveurs ou agriculteurs? Non. Spécialement, mais tu habites à la campagne? Oui. Okay. Est-ce que tu as des velléités de devenir éleveur ou agriculteur quand tu seras plus âgé? Bravo à toi, je te donne 5. Félicitations.
Pourquoi c'est important qu'on ait beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs? Ça sert à quoi leur métier? À quoi sert le métier des éleveurs et des agriculteurs? Tout ce qu'ils font tous les jours, ça sert à quoi à la fin? Tout ce qu'ils font? À nous nourrir, donc à tous les éleveurs et les agriculteurs pour le lait, la viande, donc la charcuterie, les fromages, les yaourts, ceux qui font des fruits, des légumes, tout ça c'est pour nous nourrir. On leur dit à tous un grand merci. Bravo. Bon, qu'est-ce qu'on fait mon cher, mon ami? Tu viens de dire un petit mot, ton prénom? Nance. Qui es-tu? Que fais-tu? Tu vas devenir berger? Tu es déjà berger? Ni l'un ni l'autre, nous en fait on s'occupe de rassembler les éleveurs pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils fassent avancer leur troupeau, pour améliorer leur troupeau. C'est toujours mieux quand tout le monde travaille ensemble, donc on est là pour permettre aux éleveurs de se passer les béliers pour avoir des agneaux plus jolis. Voilà, donc tu aides à ce que les éleveurs ovins, les bergers, les bergères, soient bien encadrés et les aider à avoir des troupeaux qui sont encore de meilleure qualité grâce à ce mélange de puissance et de bélier. Quelle est la race de ce bélier qu'on aperçoit là-bas? Là, c'est un bélier tarasconnais, c'est les brebis que vous allez voir le plus souvent par ici. Vous les voyez peut-être en été quand vous faites des randos, et c'est les brebis qui sont en montagne, voilà, qui passent tout l'été en montagne parce qu'elles sont très, très résistantes et très fortes, elles supportent des conditions pas... On n'a plus de piles? C'est bon. Alors là, on est bien d'accord, c'est un bélier, ok. C'est pas parce qu'il a des cornes que c'est un bélier, hein. C'est surtout avec les testicules, donc on soit effectivement à l'arrière. Donc on apporte 3 brebis et 2 béliers supplémentaires. 3 brebis et un bélier. Allez, c'est parti. Alors évidemment, tous ces jeunes. Je disais évidemment tous ces jeunes qui sont en école pour devenir berger ou bergère sont formés à déplacer les animaux pour les attraper sans les gêner, avec sécurité, et donc ils vont continuer à nous apporter cela. On termine notre travail d'éleveur et d'agriculteur. L'éleveur s'occupe des animaux en les faisant naître, en s'en occupant très longtemps jusqu'à l'âge adulte. Et un agriculteur, qu'est-ce que c'est? Agriculteur. Qu'est-ce qui fait l'agriculteur? Souvent, l'éleveur est aussi un agriculteur. Théo! Ah, je te retrouve Théo. Qu'est-ce que je suis content de t'entendre. Vas-y. Qu'est-ce qui fait l'agriculteur? L'agriculteur, il fait plutôt les légumes, les produits qui entrent la viande. Ouais, les autres produits que la viande, des légumes, ouais, pas toujours. Ils font les céréales, les maïs. Absolument. Agriculteur travaille la terre, donc je suis un agriculteur lorsque je vais avoir des machines, un tracteur et des machines derrière pour semer, faire pousser et récolter effectivement des céréales, du maïs, du blé, de l'orge, de l'avoine, etc., etc. Alors là, on a une femelle, la brebis, avec son agneau, d'accord? Pourquoi est-ce que l'agneau est toujours à côté de la maman pendant plusieurs semaines? Ouais. Oui, elle va le nourrir, tu as raison, absolument. Hein. Il va y avoir à la tétée plusieurs fois par jour. Nance, la tétée du petit, c'est quand il veut ou est-ce qu'il y a vraiment des moments adéquats et prévus pour cela? Là, les brebis qui sont présentes aujourd'hui, c'est des brebis allaitantes. C'est des brebis, leur but, c'est de produire des agneaux et pas du lait. Quand les brebis... Tout le lait est réservé aux petits. On ne fait pas de fromage avec le lait de ces brebis-là. Exactement. Donc, il n'y a pas de raison de priver l'agneau du lait. Donc, l'agneau, il est tout le temps avec sa mère. Il tète quand il veut. Voilà. Et à quel moment il va être sevré et il va passer du lait au foin ou à l'herbe? Au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois? C'est ça qui est super avec ces races, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin forcément de les sevrer. C'est naturellement l'agneau, petit à petit, il va en avoir marre du lait, il va manger un peu d'herbe, un peu d'aliments, un peu de foin. Et petit à petit, il va pouvoir brouter, manger du foin et arrêter le lait. Voilà, quand il le souhaite. Allez, professeur, vous avez peut-être d'autres visites à faire. Je fais 3 derniers cadeaux, 3 dernières questions, et puis je vous libère. Si vous avez des questions par contre à poser, je suis prêt à les écouter
et à tenter d'y répondre. Attention. Allez, tiens, je mets un stylo et puis je mets 2 petits badges. Bon, attention. Quand je suis un éleveur, donc j'ai des animaux à m'occuper. J'ai 80 vaches, j'ai 100 chèvres, j'ai 25 chevaux, j'ai peut-être 140 vaches et taureaux. Je travaille combien de jours par semaine ? Là, ben oui, 7 jours sur 7, tu as raison. Est-ce que je peux laisser mes animaux sans m'en occuper une journée ? Malheureusement non, je dois travailler 7 jours sur 7. Alors, si je veux partir quelques jours en vacances, si je veux m'absenter 2 jours pour un week-end, pas de problème, je peux faire ça, mais je dois me faire remplacer. Tu vois, tu t'es mis loin, je ne vous entends pas. Vous seriez là, je vous aurais interrogé. Attention, un deuxième badge, 2 cadeaux encore. Tout le monde est prêt ? Donc je travaille 7 jours sur 7. On a dit qu'on leur donnait à manger. On a dit qu'on faisait attention à ce qu'elles boivent bien de l'eau. On a dit qu'il était important la propreté des bâtiments. Mais qu'est-ce que doit faire également absolument l'éleveur tous les jours ? Matin et soir. Il doit... Là, ça, je viens de le dire. Pardon ? Qu'il soit encore là ? Ouais, mais surtout... Ouais ? Pardon ? Les surveiller, c'est un autre terme que je veux. Je dois véritablement les surveiller, oui, mais surtout... Voilà, je dois les observer pour savoir si tout le monde est en bonne santé. Et si d'aventure, je vois une bête qui boite, si jamais j'en vois un qui reste dans son coin sans se lever, me dire bonjour ou manger, boire, je peux m'inquiéter et j'appelle qui pour le soigner éventuellement ? Allez, c'est bon, vétérinaire, mais je dois les surveiller absolument. C'est ça le travail de l'éleveur, c'est vraiment être toujours avec ses bêtes, avec son bétail, pour dire tout le monde va bien, à demain, on va passer une bonne nuit et on se retrouve demain matin pour voir si ça continue comme cela. Quelqu'un vient me dire un petit mot ? Vous êtes des étudiants ? Oh là ! Vous avez vu ? C'est une envolée de moineaux. Non, venez nous dire qui vous êtes, si vous êtes étudiant, si vous êtes de futurs bergers, bergères. Voilà, ça nous intéresse parce qu'il y a peut-être... J'ai 2 jeunes ici qui veulent devenir éleveurs et agriculteurs, peut-être d'autres aussi. Donc venez nous communiquer votre passion. Bonjour mademoiselle, quel est votre prénom ? Moi, je m'appelle Grace. Ok, vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. D'accord. Vous êtes en devenir pour être bergère ? Vous êtes en école actuellement ? Alors, nous, on vient d'un BTS agricole. BTS agricole, donc vous avez eu d'abord le bac et ensuite vous êtes en train de faire le BTS. Donc, on est en BTS production animale. Pas du tout en berger, mais on a quand même une formation de brebis dans le BTS. Alors, c'est ce que nous disait Nance tout à l'heure. Vous allez aider les différents élevages à être en communication les uns avec les autres pour que chacun se soutienne et s'améliore. C'est exactement ça. Bon, très bien. Et est-ce qu'un jour, vous aurez peut-être 80 ou 100 brebis à vous ? Moi, non, pas du tout. Ah, bon, on n'a pas de bergère en devenir, mais elle est dans le milieu agricole. Est-ce que tu vas devenir berger un jour ? Toi, quel est ton prénom ? Moi, c'est Albert et je sais pas encore. Bon, est-ce que tes parents sont dans l'agricole d'ailleurs ? Non. Non, pas du tout. C'est une vocation, c'est une branche que tu as choisie toi-même. Oui. Qu'est-ce que tu aimes ? La nature, les animaux ? Tu es passionné par quoi exactement pour cette filière-là ? Être en contact avec les animaux et la nature et surtout travailler dehors. Travailler dehors et à la campagne pour être dans nos territoires. Notre région Occitanie, elle est belle et elle est très intéressante, bravo. Future éleveuse ? Peut-être, très bien. Et enfin la dernière, mademoiselle, quel est votre prénom ? Léa. Et alors, Cléa, qu'est-ce qu'elle a au programme ? Bon, soigneur. Avoir son BTS ? Si possible, Si possible, ce serait bien. Et enfin ? et soigneur animalier. Soigneur animalier. Donc pas vétérinaire, mais les premiers soins les plus simples lorsqu'il y a un petit bobo. On peut les applaudir, nos 4 jeunes, parce qu'ils sont dans le domaine agricole. C'est grâce à eux que nos territoires et nos éleveurs vont continuer
à bien vivre de leur métier et on les soutient, on les accompagne. Bravo à tous les 4 et aux autres. 3 filles pour un garçon. Vous voyez que l'agriculture et l'élevage n'est pas du tout réservé aux hommes. Bienvenue aux filles, aux femmes qui ont autant de talent que les hommes et qui peuvent faire ce métier-là aussi. Bravo les amis, passez une bonne journée, continuez à être aussi intelligents, c'est peut-être grâce à votre professeur, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonne journée en tout cas et à tout à l'heure. Salut, salut. Au plaisir. Au plaisir, bye bye. Ici c'est... on a eu chaud hier soir. Hein. Oh, on a eu chaud hier soir. Hein. Toi, t'es Marseillais. Bon, d'accord. C'est aussi bien que le quiz. Hein. Il n'y a pas besoin de... Ouais. Parce que l'écran, il te coupe un peu du direct. Ouais. Ok. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Vous allez vous calmer? Oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? C'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice. Il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato! Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien ils ont des têtes de mercato? Eh ben quoi, ils sont inchasubles! Il y a de la future pépite là, hein! Oh Marius, fais un effort. C'est Enedis ça, ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh! Eh ouais, branche un peu les neurones Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous.
Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. De la Rune jusqu'au Canigou, toutes tes légendes pleurent bon partout. Dévalant les estives et les monts, les sources fredonnent nos chansons. Pyrénées belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle. Tes couleurs l'été te rendent belle. Ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on entre sur nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. La Garonne née dans l'Aneto, jaillissant en larmes au trou du taureau. Retrouvons la Neste près de Morégeau. Ces méandres filent vers Bordeaux. Pyrénées belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle. Tes couleurs l'été te rendent belle. Ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en met sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Pyrénéenne, nanana, là-bas, le pic du midi, tantôt blanc, tantôt gris, étoilé la nuit. Cagir, chaise du paradis, notre guide, notre ami, veille sur nos vies, c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, nanana, 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 nanana,
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagnez, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Allez, je rappelle que notre programme de la matinée, c'est accueillir des classes, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour présenter la ferme, pour présenter le métier d'éleveur, d'agriculteur, de berger, ceux et celles qui, dans nos campagnes, permettent tout simplement de créer de la nourriture pour la population et de la nourriture de très belles factures, de très bon niveau. On a une région riche, nous avons une région productrice de très bons produits et il faut défendre ce territoire et il faut défendre effectivement ces terres et celles et ceux qui les exploitent à bon escient. Je suis avec un spécialiste des races. Bonjour. Il n'est pas allumé. Ah, bien. Alors présentez-vous et puis nous allons, vous êtes un spécialiste, présenter les races également qui sont en présentation et en train d'arriver sur notre ring. Voilà, bonjour, bienvenue sur le ring ovin. Donc moi je suis Émeric Jouet, directeur de l'UPRA ovine des Pyrénées centrales. Et ce matin, donc on va présenter pendant une petite heure les races locales des Pyrénées. Des Pyrénées centrales, celles qu'on retrouve dans les Pyrénées centrales, des Hautes-Pyrénées jusqu'à l'Ariège et un peu plus loin, éventuellement sur l'Aude ou les Pyrénées orientales. Alors, bien évidemment, ce sont des animaux, mais vous allez les présenter au fur et à mesure, qui sont parfaitement adaptés à ce décor et à ces terres-là. Ça fait combien d'années et de centaines d'années qu'elles sont présentes et qu'elles sont introduites sur ce territoire de l'Occitanie ? Alors, déjà, il faut dire qu'on est sur des races adaptées. Avant de répondre à la question, on est sur des races adaptées parce qu'on est sur des races locales. Une race locale, c'est une race qui a tout son effectif, qui est présent sur un département, 2 départements, 3 maximum. Et ce qui fait que la population a évolué avec son territoire. Je dirais qu'il y a toujours eu des moutons sur les Pyrénées et au fil du temps, les éleveurs, en échangeant des reproducteurs, etc., ils ont fixé par territoire un certain type d'animaux qui se ressemblaient tous. Et c'est comme ça qu'ont commencé à se constituer les races. L'UPRA, qui est un organisme de sélection, donc qui s'occupe de gérer la diversité raciale, le type des animaux, mais aussi faire un peu d'amélioration génétique pour avoir des animaux qui produisent dans le milieu montagnard, pyrénéen, puisqu'on est sur des races locales des Pyrénées. L'UPRA, elle s'est constituée en 1975. Donc, depuis 1975, les éleveurs de ces 5 races qui sont présentes sur le ring se sont réunis en collectif pour dire comment on veut préserver cette race, vers où la guider en fonction du territoire et puis des filières de production. Alors, on va les présenter dans quelques instants. Pourquoi est-ce que le bélier est sur le côté ? Il a l'air de surveiller les 2 brebis qui sont à l'intérieur du petit enclos, avec un certain intérêt. C'est la même race, là, et c'est monsieur qui accompagne ces dames habituellement ?
Pas du tout, on n'est que sur des mâles. Bon, le bélier, il était là tout à l'heure, effectivement, donc on l'a laissé attaché là. Le bélier, c'est un bélier tarasconnais. C'est la race principale en termes d'effectifs sur les Pyrénées. On est à peu près à 100-120 000 brebis. C'est la race sur laquelle on a un programme de sélection qui est le plus élaboré. C'est-à-dire qu'on travaille sur le désaisonnement, sur la qualité maternelle des animaux, la production de lait pour les agneaux, pas la production de lait pour le fromage, mais ce qu'on appelle la capacité d'allaitement. Et puis on va chercher un petit peu à améliorer la conformation. Voilà. Mais on reste sur des races rustiques, ça c'est important, on reviendra. Les 5 autres béliers, parce qu'on reste sur des béliers, sont des béliers des races à petits effectifs. Race à petits effectifs, c'est qu'on est sur des populations où on a maximum 5 000, 6 000 brebis. Voilà. Et donc, eux, on est plutôt sur un programme de sélection qui vise à la conservation. Voilà. Le bélier tarasconnais, enfin, et la race tarasconnaise, on a un schéma de sélection pour adapter l'animal au territoire et puis à la filière et puis aux effets du changement climatique, etc. On va travailler ça. Sur les autres, on travaille plutôt sur de la préservation de la diversité génétique, éviter la consanguinité et puis petit à petit de reconstituer les populations parce qu'il y a eu une époque où il y avait une tendance à la standardisation dans les années 60-70. Donc toutes ces races qui étaient très implantées dans les vallées, tout ça, ont été plutôt laissées à l'abandon parce que jugées pas assez productives, remplacées par des races plus productives. Et aujourd'hui, avec, je dirais, les changements un peu de système de production, les attentes de la société, etc., c'est des races qui retrouvent un intérêt auprès des éleveurs. Alors, si on parle du gabarit de ces différentes races, comment est-ce qu'on peut les caractériser? Ils sont assez râblés, ils ont un gabarit assez trapu. Par rapport à d'autres races, quels sont leurs avantages et leurs caractéristiques? Alors encore une fois, on est sur des races rustiques. Donc on va travailler plutôt sur des animaux qui sont capables d'aller chercher leur nourriture sur le territoire. On est sur des races transhumantes. Donc on va chercher des animaux qui sont plutôt avec des membres forts, voilà, une capacité à se déplacer et puis surtout des animaux, comme je disais, faciles à désaisonner, qui peuvent produire des agneaux toute l'année et puis qui vont facilement nourrir leurs agneaux, puisque la finalité c'est la production d'agneaux de boucherie. À pas confondre avec les races à finalité bouchère, les races bouchères, qui elles vont être plutôt sélectionnées sur les gigots, les longes, etc. Enfin les qualités bouchères des animaux. Et justement, dans notre cas, on utilise souvent des béliers de race bouchère qu'on met sur nos brebis rustiques pour avoir des agneaux croisés mieux conformés et qui répondent plus aux attentes de la filière. Voilà. Après, on peut décrire peut-être les différentes races, comment elles sont reconnues, avec à droite donc, la première qui est la race tarasconnais, donc qui est une race où on cherche une laine plutôt claire, blanche, et on cherche à avoir des animaux qui n'ont pas de taches. Avec des membres forts, une couverture de laine qui est limitée, qui ne descend pas trop sur le ventre. Et puis, bien évidemment, la tête avec ce qu'on appelle le chanfrein, donc qui est le nez un peu cassé, c'est ce qu'on appelle un nez busqué. Et puis, bien évidemment, des cordes larges pour les béliers. Et puis, sur les brebis, on va aussi avoir des animaux cornus. Voilà, ça c'est la première. Ensuite, la deuxième race que l'on a là dans le premier box,
C'est la race castillonnaise, hein, celle qui est mouchetée là. Donc c'est quelque chose qu'on recherche aussi. On va chercher une toison plutôt crème, voilà. Et puis on cherche ce roux au niveau de l'animal. Donc ça c'est une race qui est plutôt originaire d'Ariège. Et qui a tendance à s'étendre sur les autres départements maintenant. Race à petits effectifs, donc on a dit 6500 brebis à peu près, situés sur les départements d'Ariège, Haute-Garonne et un petit peu les Hautes-Pyrénées. Voilà, la tarasconnaise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est à peu près 120 000 brebis sur l'ensemble du massif pyrénéen. Et puis la castaillonnaise, qui est une race qui est assez fertile, hein, donc qui est recherchée par sa productivité. Et puis voilà, donc ce qu'on peut dire dans un premier temps. L'autre bélier qui est juste à côté, c'est un bélier montagne noire. Alors c'est la dernière race ovine qui a été reconnue dans la zone, puisqu'elle a été reconnue par le ministère de l'Agriculture en 2008. La montagne noire, la spécificité, c'est qu'on est sur une race qui, à l'origine, se trouvait dans le massif de la montagne noire, donc plutôt dans le nord, enfin dans le sud du Tarn. Et puis, elle a migré progressivement vers l'Ariège. Et aujourd'hui, on va la retrouver principalement sur les Pyrénées. Contrairement à la tarasconnaise ou à la castillonnaise, on n'est pas sur une race qui est transhumante. Là, on va plutôt être sur des troupeaux sédentaires en coteaux secs. Et par rapport aux autres races qui sont présentes sur le ring, elle va avoir plus de qualité bouchère. On voit, elle est plus trapue, plus courte sur pattes, mais elle a des gigots un peu plus développés. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer de travailler, et de travailler au niveau des élevages, et de travailler notamment pour en faire des béliers de croisement terminal, ce que j'expliquais tout à l'heure. Utiliser nos races rustiques, tarasconnaises, auroises, barageoises et autres, et mettre des béliers montagne noire dessus en croisement terminal pour avoir des agneaux un peu mieux conformés. Et ça peut nous permettre d'alimenter des filières comme la filière agneau des Pyrénées. Alors, on aperçoit assez facilement une différence essentielle de gabarit, vous venez de nous l'expliquer. Alors, les cornes, on se demande toujours, et parfois certains novices, dont je peux faire partie de temps en temps, se disent « il y a des cornes, c'est un mâle ». Pas obligatoirement. Pourquoi si le tarasconnais en est équipé, et pourquoi les autres ne le sont pas ? Alors, ça fait partie du standard de ce qu'on recherche sur la race. C'est-à-dire le standard, on décrit comment doit être un animal de la race. En fait, on définit une race par deux choses. Je dirais sa généalogie. Hein, il faut que ses parents soient de la race. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle une qualification. On retient les animaux ou on ne les retient pas s'ils sont conformes à ce qu'on attend de l'animal type. C'est ce qu'on appelle le standard. La race tarasconnaise est équipée de cornes chez les mâles et chez les femelles. C'est une chose qu'on cherche, et les cornes un peu en spirale. La race castillonnaise que j'ai présentée juste avant, ou la race montagne noire, n'est pas équipée de cornes chez les mâles. Chez les femelles non plus en montagne noire. Par contre, en castillonnais, si on peut trouver des mâles cornus et des mâles non cornus. Par contre, les femelles, on exclut les femelles cornues en castillonnais. Et puis, vous avez les trois autres races qu'on n'a pas encore présentées. La brebis lourdaise, la brebis lourdaise, la brebis barégeoise sont des animaux cornus, effectivement, notamment chez les béliers. Et puis, la dernière qu'on retrouve sans cornes, là, qui est dans le box, c'est un bélier or et campant.
Et là aussi, on va trouver des animaux cornus et des animaux non cornus chez les mâles. C'est quelque chose qui est toléré, qui est autorisé. Est-ce que les cornes qui ont une proéminence et des externes vers l'adversaire éventuel, ça peut être dangereux ça, en cas de contact et de bagarre entre deux individus? Alors quand les animaux sont cornus tous les deux, normalement c'est fait pour. Hein. Quand on a des mâles en estive ensemble, ils vont avoir tendance effectivement à se dominer l'un l'autre hein, pour saillir les troupeaux. Et donc quand les animaux se battent et qu'ils sont cornus, non, ça va, c'est fait pour ça. C'est comme dans la faune sauvage, c'est exactement la même chose. Par contre, mettre des animaux non cornus avec des animaux cornus, on peut avoir quelques accidents, effectivement. Donc on évite de mélanger des animaux cornus et non cornus. En dehors du territoire où chaque race est plus adaptée qu'une autre peut-être, après c'est la sensibilité de la bergère ou du berger de choisir une race par rapport à une autre lorsqu'il constitue son troupeau, ou est-ce un hasard d'une reprise d'exploitation d'un éleveur qui nous quitte pour aller à la retraite bien méritée? Alors en fait, les troupeaux, ils sont déjà en place. Donc en général, c'est des troupeaux qui se transmettent de génération en génération. Et puis, ça dépend dans quel territoire on est. Par exemple, quand on est dans l'Ariège, on va plutôt choisir une brebis castillonnaise ou une brebis tarasconnaise. Quand on va aller dans les Hautes-Pyrénées, en Vallée d'Or, on aura pas majoritairement, mais c'est là qu'on trouvera les troupeaux d'Or-et-Campan. Si on va dans la vallée de Lourdes, en bas, vous allez trouver la brebis lourdaise. Et puis si on monte un peu plus haut, dans le Pays Toy, vers le Luce Saint-Sauveur, tout ça, c'est là qu'on va trouver la barégeoise. Et en fait, c'est issu et c'est hérité du fait que les vallées pyrénéennes, elles sont quand même en doigt de main. Et la communication entre vallées ne se faisait pas trop entre les troupeaux. Donc les troupeaux se sont un peu spécialisés avec la vallée dans laquelle ils étaient. Bon, aujourd'hui, effectivement, c'est dans les reprises ou dans les constitutions de troupeaux, c'est un petit peu au goût des éleveurs, quoi, hein, ce qu'ils ont envie de faire. Si on est plutôt dans la recherche de faire beaucoup d'agneaux, filière longue en coopérative pour faire du label rouge, sélection des bergers ou de l'EJP agneau des Pyrénées, on va plutôt partir vers la brebis tarasconnaise parce que c'est la brebis qui est majoritaire sur la zone et c'est elle qui est principalement utilisée dans ces filières-là. Les autres, on est plutôt sur des éleveurs qui vont chercher une valorisation en circuit court, vente directe, etc. Parce qu'on est plutôt dans une dynamique de préservation de race, de diversité génétique. Donc on est sur des profils un peu différents. Voilà, mais effectivement, après, dans l'IJP agneau des Pyrénées ou en sélection des bergers, on peut utiliser toutes les races et on trouve aussi des éleveurs en race à petits effectifs qui peuvent faire des agneaux pour la filière longue agneau des Pyrénées ou sélection des bergers. Alors cette filière ovine pyrénéenne et Occitanie, pour étendre notre territoire sur l'ensemble de nos départements, comment est-ce qu'elle se porte? Est-ce qu'on a une reprise d'activité? Est-ce que des jeunes se manifestent tant dans les CFA que dans nos territoires pour continuer à entretenir et faire perdurer ce métier de tradition et de passion?
Alors on y travaille, hein, toujours essayer d'installer des éleveurs ovins sur les Pyrénées. Effectivement, on a le lycée agricole qui est présent ici et qui y travaille. Je ne suis pas le spécialiste, je dirais, du renouvellement. Moi, ma spécialité, c'est plutôt, c'est plutôt la gestion des races. Mais bon, on a une dynamique pour essayer d'installer, de conforter la filière sur le massif pyrénéen dans le cadre des démarches diverses et variées, Innovin, etc., qui cherchent à intéresser les jeunes à la filière ovine. Parce qu'aujourd'hui, en France, de toute façon, on produit à peine 40% de ce qu'on consomme. Et bon, c'est un peu dommage. Il y a de la place aujourd'hui pour la production ovine, c'est clair. Voilà, effectivement, découvrir ces races de nos territoires, c'est véritablement fort intéressant pour une présentation de 5 races différentes sur ce ring. Nous aurons bien d'autres rendez-vous après Monsieur Jouet, avec notamment des quiz, mais également d'autres rendez-vous avec la présentation de différents signes de qualité dans le courant de la matinée. Monsieur Jouet, on en termine là-dessus ou est-ce qu'on dit un dernier mot par rapport à ces races qui sont au cœur de nos territoires, très bien implantées? Nance, qui est un futur éleveur ou est-ce que c'est un accompagnateur d'éleveurs? Déjà, c'est le technicien de l'Upra Ovine, passionné d'élevage, c'est sûr, qui a l'œil, un jeune technicien effectivement depuis 2 ans à l'Upra, mais qui aujourd'hui tourne dans les élevages justement. C'est lui qui qualifie les animaux, il dit ça il faut garder, ça il faut réformer. C'est lui qui choisit les futurs béliers, puisqu'on les rentre en pépinière, on rentre en février en fait des agneaux sevrés qui seront des futurs reproducteurs, des futurs béliers. Et c'est ce travail de conservation que l'on fait. Et voilà, Nance, aujourd'hui, il peut nous décrire un petit peu plus précisément et plus techniquement que moi ce qu'on recherche sur les différentes races, puisque c'est lui qui dit, grosso modo, dans les élevages, ça oui, ça non. Alors justement, Nance, comment est-ce qu'on va, surtout à l'état d'agneau, déterminer une bête? Il y a un œil particulier du spécialiste que vous êtes. Est-ce que vous avez également, en tâtant peut-être la bête, en ayant un œil sur une partie particulière de l'animal, un avis tranché et juste? Alors, il y a plusieurs choses à sélectionner. Il y a des critères qui sont un peu globaux sur la conformation de l'animal, évidemment, parce qu'on cherche, c'est des brebis allaitantes, on cherche quand même des bêtes qui soient bien faites, etc. Et puis, il y a les critères de race que Émeric vous a présentés tout à l'heure, qui sont très importants pour maintenir un standard homogène, pour aussi, c'est tout bête, mais un éleveur, quand il achète un bélier, derrière, il a envie de savoir ses produits. Alors, si on rentre des agneaux ou que l'éleveur achète un bélier sans avoir idée des origines, du standard de l'animal, de la lignée de laquelle il est issu, il peut avoir des surprises derrière. On en parlait au niveau des cornes, qui est un problème qu'on peut retrouver dans certaines races non cornues. Parce qu'il y a des années, il y avait des cornus, ou l'inverse dans des races cornues, parce qu'il y a des années, il y avait des sans cornes. Prendre un animal qui est issu d'une brebis sans cornes ou cornue, ça, derrière, ça augmente les risques là. Voilà, dans ce cas-là, on essaye de sélectionner sur l'ascendance de l'animal, en regardant donc la mère et en s'assurant que le berre ait été sélectionné il y a des années en avance sur les mêmes critères de sélection. Pour les critères globaux, quand on regarde un agneau, il y a plusieurs paramètres à regarder. Déjà, on l'a vu, sur les 6 races qu'on a, il y en a 5 qui sont dites transhumantes, donc qui vont monter en estive tout l'été. Et ces races-là, si elles sont là aujourd'hui, si elles existent et qu'elles passionnent et qu'elles intéressent, c'est avant tout parce qu'elles valorisent nos milieux de montagne. Et pour valoriser ces milieux, il faut que la bête elle puisse marcher correctement, parfois il faut qu'elle puisse courir, etc.
Donc le premier critère homogène à regarder, qui est commun à toutes ces races transhumantes, c'est des bons aplombs. Des animaux qui ont les pattes bien plantées, comme vous pouvez les voir sur les jeunes béliers ici. Des animaux avec les pattes bien plantées dans le sol, ce qui leur permet de bien se déplacer et donc de bien se nourrir, de bien valoriser les territoires des montagnes. Ensuite, il y a les caractères communs. Il y a la tenue du dos. On cherche des animaux avec une bonne ligne de dos, qui n'ait pas de relâchement derrière l'épaule, ce qui laisse apparaître des faiblesses en termes de conformation de muscles dorsaux. Il y a bien sûr les gigots, l'épaule, etc. Voilà, tout ce que le boucher va regarder, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on fait de la préservation de races à faible effectif, l'objectif quand même c'est de nourrir la population, et pour ça il faut quand même faire attention à ces principes-là, tout en préservant la rusticité de l'animal qui va nous permettre de produire plus avec peu. Alors, une question, un bélier comme ça, on va dire aller de 12-15 mois, vraiment une bête, j'allais dire presque à concours, en tout cas une bête que vous avez sélectionnée comme une bête reproductrice de grande qualité, ça peut se négocier combien? On peut donner un prix, une fourchette? Alors, le parti pris par l'UPRA au niveau des races à faible effectif, c'est de dire on cherche avant tout à diffuser les béliers, donc on part sur un prix standard quand même plutôt abordable et dans les prix de ce qu'on voit dans les élevages et partout ailleurs. Sur les béliers à faible effectif, c'est des béliers qui partent à 320 € cette année et 300 € l'année dernière. Mais c'est derrière des béliers, notamment au niveau de la montagne noire, c'est des béliers hors schéma. Ces béliers, une fois qu'ils sont revendus derrière, les éleveurs parfois arrivent à les vendre 500 €. Voilà. Donc nous, le but, on reste une association, on reste là pour faire avancer ces races à faible effectif. Le but, c'est quand même que tous les éleveurs puissent se fournir en bélier, quelle que soit leur situation économique. Voilà, le but, il n'est pas de faire des sous sur ces béliers. Sur la race tarasconnaise, on reste toujours avec un profil d'association, etc. Mais maintenant, on a beaucoup d'éleveurs qui sont présents le jour de la vente. On a plus de 50 acheteurs différents. Donc là, forcément, ça pose souci. Si on part sur un prix de base, les béliers, ça sera compliqué de satisfaire tout le monde. Dans ce cas-là, c'est une vente aux enchères qui est mise en place, ce qui permet quand même, dans les 3/4 du temps, que les béliers partent au prix de base. Et là, on est un peu plus cher que les races à faible effectif, parce que c'est le prix du tarasconnais. On tourne plus dans les 450 €, 500 €. Voilà. Mais on suit les prix de la race. Voilà, bien Scar précisé, non, c'est important. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on élève en pépinière de béliers tous les ans à peu près 300 béliers, 200 tarasconnais et une centaine de béliers des 5 autres races. Et donc, on les met, on a une journée de vente en octobre. Là, cette année, ça sera le jeudi 17 octobre, où effectivement, on met à la vente la génération de béliers de l'année que l'on a sélectionné, sachant qu'on en rentre 300, on élimine entre 10 et 15%, parce que finalement dans la saison, eh ben, il y en a qui ont le dos qui casse, les aplombs qui vont pas, les cornes qui vont pas, donc ceux-là on les écarte et puis on met à la vente ceux qui méritent d'être à la vente pour être des futurs reproducteurs. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour les éleveurs, c'est qu'on fait ce parti pris de prendre des agneaux jeunes, des agneaux qui sinon ils auraient vendu pour de la consommation. En prenant les agneaux jeunes, on limite les dédommagements pour les éleveurs, parce qu'ils peuvent vite se débarrasser de ces agneaux, ils n'ont pas besoin de les nourrir, etc.
Et par contre, le revers de la médaille, c'est que c'est des agneaux où on est moins sûr forcément de comment ils vont évoluer. On peut pas, personne ne peut dire à l'heure actuelle, quand un agneau naît ou même un agneau à 3-4 mois, dire cet agneau, il y aura un super bélier, sans défaut, etc. Il y a toujours un risque et nous, ce risque, c'est nous qui le prenons et pas les éleveurs, puisqu'ils nous vendent les agneaux jeunes. Et un bélier, alors, en capacité de reproduction correcte pour la race et sa lignée, c'est combien de temps? Un bélier peut se reproduire jusqu'à quel âge? Alors, il y a de quel âge et jusqu'à quel âge. Jusqu'à quel âge, ça dépend principalement de la façon dont il est soigné pendant la durée de sa vie. Un bélier qui est pas en état, qui on va dire survit plus que vit une vie tranquille avec de l'aliment matin et soir, il va avoir une vie certainement un peu plus courte et puis il va même être au niveau des saillies moins efficace. Un bélier bien soigné ou du moins soigné dans des conditions normales, on peut arriver jusqu'à 8 ans, voire 10 ans. Le but n'étant pas non plus dans des bêtes sélectionnées comme c'est notre cas, la sélection avance année après année. Donc le bélier N+1, en théorie, sera meilleur que le bélier de l'année passée. Donc le but n'est pas non plus de garder des béliers trop longtemps, sauf bien sûr s'ils sont en meilleur hauteur. Voilà. Et pour ce qui concerne la mise à la saillie, ça va dépendre beaucoup des races. Et c'est la force de la montagne noire, c'est que c'est une race qui saillit très jeune. Et autant les femelles peuvent très vite rentrer en chaleur, autant le mâle, c'est la même chose. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a la longévité de l'animal, mais il y a aussi le temps qui va passer dans un élevage. Le principe, comme c'est des béliers, il a des fils et des filles. Et le principe, c'est qu'un bélier ne saillisse pas ses filles. Donc, au bout de 2-3 ans, l'éleveur va revendre le bélier pour acheter un nouveau bélier pour éviter la consanguinité, ces choses-là. Donc, c'est important aussi. Voilà, il y a la durée de vie de l'animal, et donc, comme l'a dit Nance, et puis il y a la durée de passage dans un élevage. Voilà, mais pour découvrir et continuer de découvrir ces races, la façon de les élever, d'entretenir leur qualité par rapport à tous les territoires décrits tout à l'heure par Monsieur Jouet et les renseignements donnés également par Nance, eh bien, on vous remercie grandement pour tous ces détails et on peut continuer à vous interroger si vous êtes parmi les bêtes. Je crois que ce sera le cas pour continuer à découvrir effectivement l'avenir de ces troupeaux qui se portent bien. On peut être très optimiste sur l'élevage et l'avenir ovin dans notre région de l'Occitanie. Alors nous, on est optimiste, on essaye d'être optimiste. Bon, là, sur les Pyrénées, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même des effectifs qui ont tendance à se maintenir mieux que ce qui se passe généralement au niveau français. Donc oui, on a un territoire des Pyrénées avec nos races rustiques qui aujourd'hui est vivant, c'est une montagne habitée, c'est de l'entretien des paysages, des estives, etc. C'est de la culture, du patrimoine. Et aujourd'hui, on a quand même voilà, une activité ovine sur le massif des Pyrénées qui reste vive, quoi, et fière de ses traditions. Que vivent nos bergères et nos bergers dans nos montagnes et dans les vallées et on espère cela en continuant à les encourager à travers notre consommation bien évidemment de quelques produits laitiers et de viande naturellement, ne l'oublions jamais. Merci à Nance et merci à Monsieur Jouet qu'on peut continuer à interroger au gré des rencontres tout au long de cette journée. Merci messieurs.
On a la chance d'avoir une école. On va les interroger, savoir d'où ils viennent. Il y a peut-être un bel échange à prévoir. Alors d'où venez-vous? Bonjour, bienvenue. Bonjour. D'où est-ce que vous venez? Du Gers, du lycée de Miran. D'accord. Et vous êtes en filière agricole? Oui, exactement. Pour devenir peut-être agriculteur et éleveur, j'espère. Ovin? Oui, exactement. Ah, mais là, Nance, un futur éleveur ovin. Ça, c'est pas mal. Ah, il y a un quiz? Eh ben, on va... D'accord. Donc, vous posez des questions et nous devons y répondre, c'est ça? Ok, bon. Mais il faut chercher par vous-même aussi un petit peu. Beaucoup. Ah bon, d'accord. Eh ben, on va le découvrir. Donc, on les laisse poser les questions et puis on essaie d'y répondre. Ça va, monsieur Jouet? Ça va, Nance? Alors, qui pose la première question, là? Vous êtes sur quelle difficulté? Et il est où, Valentin? Il est là. Alors, on t'écoute, Valentin. Alors, combien de mères avez-vous? La première, Valentin, on démarre par le 1, on enchaîne par le 2. Bon, Valentin, il est paumé. Allez, au suivant. C'est là? Veuillez me citer les différentes races présentes d'ovins sur le salon. Les différentes races présentes sur le salon. Il y en a beaucoup, hein, Nance. Alors, qui es-tu, Nance, déjà? Quelle est ta fonction? Alors du coup, moi je suis Nance Dallaporta, je suis le technicien de l'UPRA Ovine des Pyrénées centrales. L'UPRA Ovine des Pyrénées centrales, c'est l'organisme de sélection des races locales des brebis à viande. Ok, donc je ne sais pas si ça vous parle, OS, mais peu importe l'espèce dans laquelle vous voulez travailler, que ce soit les chats, les chiens, les chevaux, les vaches, les brebis, toutes les races sont représentées à l'échelle nationale par un organisme de sélection. Donc nous, ce qui nous concerne, ce sont les races transhumantes principalement. On a la tarasconnaise que peut-être vous connaissez, qui est une race à viande et qu'on a vraiment partout dans les Pyrénées et même au-delà. On a ensuite 5 races à faible effectif. On a la castillonnaise, de Castillon en Couserans en Ariège, mais qui se développe un peu partout, surtout dans le 65. On a la race oroise, Or et Campan, donc de la vallée Or et de Campan, qui est une race assez endémique de ces territoires-là. On a la lourdaise, la lourdaise qui est à très faible effectif, qui est autour de 1500 brebis. C'est une race vraiment en danger d'extinction sévère. Donc la lourdaise de la ville de Lourdes. Et vous avez la barégeoise qui est vraiment la race du Pays Toy, des vallées de Gèdre, Gavarnie et Barège. Ça, c'est les races transhumantes. Et en race non transhumante, on a la race montagne noire, du secteur montagne noire dans l'Aude et qui est très présente en Ariège. Mais c'est une race, vous allez voir, qui est petite, de qualité bouchère et avec laquelle on ne peut pas transhumer. Mais c'est une race plutôt productive. Voilà. Alors, on peut ramener et donner quelques infos sur la transhumance. Elle se fait à quelle période au printemps et à quelle période en début d'hiver? Ça dépend du temps, mais on peut donner des dates peut-être comme ça. Alors, la transhumance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de monter des brebis en montagne pendant l'été. Donc, du coup, c'est pendant l'été. Ça peut aller de juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, ça, c'est les mois principaux. La transhumance, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas seulement le fait de monter les bêtes en montagne. Ça a un impact énorme sur tout ce qui structure la filière ovine. C'est que derrière, si les brebis elles sont en montagne à cette période, il faut que les agnolages ils se fassent à une autre période pour ne pas avoir les agneaux là-dessus. Il faut que la saillie ne se fasse pas sur ce moment-là pour être sûr que ça se passe bien. Donc voilà, on a... ça, c'est ce qui vraiment définit l'élevage pyrénéen, c'est la transhumance. Et ça a permis donc ce qu'on appelle le désaisonnement, qui est très important. Ceux qui sont intéressés par l'élevage ovin, si vous voulez faire de la transhumance, forcément, enfin, à 90% des cas, vous allez chercher à désaisonner vos brebis. Et ceux qui souhaitent faire de l'élevage de plaine ou de bergerie, là, vous allez aussi, sur les races bouchères, le plus possible à chercher du désaisonnement pour avoir des brebis qui agnellent un peu tout le temps. Donc, je l'ai dit, le désaisonnement sur les races transhumantes, ça veut dire faire la saillie au printemps, comme ça, pendant l'estive, elles sont tranquilles, en théorie, la gestation se passe bien, ça agnelle à l'automne. Pendant cette période, l'éleveur, il a fait le foin. Et sur l'hiver, la brebis,
elle est en bergerie, on lui file le foin et elle s'occupe bien de l'agneau. On appelle ça désaisonnement parce que pour tous les ongulés dans la nature, là on est en pleine période du brame du cerf. C'est quand on a la baisse du jour, et les animaux vont se mettre en chaleur et c'est un réflexe hormonal. C'est ça qui fait que sur beaucoup de races bouchères, c'est encore compliqué d'enlever cette réaction hormonale et de la déplacer à une autre période. Nous, c'est quelque chose qui a été réalisé il y a des siècles sur les élevages pyrénéens pour mettre en avant la transhumance. Alors, les béliers et les brebis ne sont pas ensemble tout au long de l'année, bien évidemment, c'est suivant l'état de chaleur et c'est le travail de l'éleveur, effectivement, de gérer cela, suivant les désirs et la prévision. La gestation d'une brebis, combien de temps? Non? Combien? 6 mois. Je crois que c'est moins. 5. C'est pas mal, 5? 5 mois, c'est ça. Allez, bonne réponse. Bon, une question supplémentaire qui s'y colle. Ah, te revoilà, toi. Bon, la première, t'as eu du mal. La seconde, on y va. Allez, au suivant, c'est pas grave, il réfléchit. De quel département êtes-vous? Ah, de quel département tu es? D'Occitanie, mais de quel département? Alors, moi, je suis natif d'Ariège. Les éleveurs avec lesquels on travaille, ils sont basés principalement Ariège, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées parce que c'est des territoires pyrénéens et donc la transhumance est intéressante et donc les races pour lesquelles on travaille sont les plus pertinentes. Mais on a aussi des éleveurs dans le Gers qui font la transhumance dans les Pyrénées. On a aussi des éleveurs dans les Cévennes qui transhument aussi là-haut. Voilà. Ariège, département numéro? Ouais, 09. Ariège, 09. Bon, à toi. Question. Pourquoi êtes-vous installé avec cette race? Alors, quelle race? T'es pas vraiment installé, mais tu vas dire pourquoi. Du coup, bon, moi, je vais essayer de répondre pour les éleveurs pour qui je travaille. Les éleveurs, ils choisissent ces races déjà pour la transhumance. On va dire qu'il y a plusieurs raisons d'être éleveur, par amour des bêtes, par amour de la nature, par volonté de nourrir le monde. Il y a plein de raisons qui motivent ça. Les éleveurs, en général, qui s'installent dans les Pyrénées, c'est pour le goût de la transhumance, du pastoralisme, etc. Donc, ces races-là, ils les choisissent pour ces raisons-là. Après, moi je le vois quand on essaye un peu de booster des jeunes à s'installer sur une race, le second facteur qui rentre en jeu, c'est quand même le coup de foudre. C'est quand même les éleveurs qui s'installent en Oroise, c'est souvent parce que leur grand-père il avait des Oroises et du coup c'est resté en eux, c'est la race qui leur plaît. Les éleveurs de Barégeoise, c'est souvent parce que c'est la race du pays et qu'on a toujours eu ça à la maison. Les éleveurs de Lourdes, c'est parce qu'ils flashent sur le look. De Tarasconnaise, parce qu'ils aiment les brebis bien élégantes, etc. Enfin voilà, le second critère, ça reste le coup de foudre. Après, le côté réellement pratique et adapté au système d'élevage. Comme on s'en occupe tous les jours de ces bêtes, 7 jours sur 7, 14 sur 14, etc., il vaut mieux être passionné par ces bêtes-là, donc faire le bon choix, effectivement. Et quand on se lève le matin, on est heureux d'aller voir son troupeau, son bétail, et de s'en occuper en les observant. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Ça, c'est la première chose. Souvent, avant d'aller faire le petit déjeuner, on s'occupe d'abord des bêtes, et après, l'éleveur s'occupe de lui. Priorité aux animaux. Prochaine question. Ouais, ici. Êtes-vous installé seul? Installé seul? Est-ce qu'on s'installe plutôt tout seul ou est-ce qu'on essaye d'avoir un compagnon, une compagne, un associé, que sais-je? Alors, encore une fois, pour répondre sur les éleveurs avec qui on travaille, ça dépend des objectifs. Il y a déjà, si vous n'aimez pas les gens, vous travaillez seul. Si vous êtes un peu plus social avec le binôme avec qui vous voulez fonder un GAEC ou quoi,
ça vous motive plus, et bien vous allez vous installer. Bon, ça c'est le premier critère. Évidemment, il y a le critère famille, hein, les éleveurs qui récupèrent l'exploitation de leurs parents, et bien au début ils vont sûrement se mettre en GAEC les premières années. Et puis il y a aussi un motif économique où il faut raisonner aussi la production à plusieurs, est-ce que c'est rentable, etc. L'autre facteur du GAEC aussi, c'est lorsqu'on va chercher à avoir plusieurs productions. Si moi les vaches ça m'intéresse pas et que sur l'exploitation que je reprends il y a un atelier vache, ben, ça vaut peut-être le coup de m'associer avec quelqu'un qui va s'occuper des vaches pendant que je m'occuperai des brebis. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un GAEC? Il a dit que c'est bien parfois d'être en GAEC. Qu'est-ce que c'est un GAEC? Exploitation, non? C'est un groupement agricole, donc plusieurs éleveurs effectivement qui vont mutualiser les moyens de production et les bâtiments. Voilà, ben vous avez tout dit, un groupement agricole d'exploitation en commun. Le but est de travailler ensemble pour aussi s'alléger la charge de travail, pouvoir partir en vacances, être complémentaires sur des activités qui ne nous plaisent pas forcément ou travailler en famille. C'est les motifs principaux. Voilà le GAEC. Puis quand on est plusieurs, non, on se serre les coudes, on partage les bons moments, les moments un peu plus délicats, et ça permet peut-être de passer quelques épreuves et d'aller vers l'avant plus facilement que lorsqu'on est seul face à une situation que l'on n'attendait pas. Allez, une prochaine question, il vous en reste peut-être d'autres. Ouais, ici. On y va? Combien de mères avez-vous? Combien de Mères. De bêtes? De mères? De brebis? Ok. Alors, sur les races transhumantes, ça dépend beaucoup du milieu. Les éleveurs, on a des éleveurs qui transhument dans les montagnes, mais qui sont en plaine. Donc en plaine, ils ont de la surface pour faucher, pour faire du foin et pour nourrir les bêtes l'hiver. Par contre, on a des éleveurs qui sont en montagne, où ils ont la bergerie, on ne sait pas comment ils l'ont construite, elle est complètement au milieu des montagnes, très rescapée. Et là, vous n'allez pas nourrir 500 bêtes là-haut. Parce qu'aussi, il faut toujours le fourrage. C'est le fourrage le premier, le fourrage et la surface, le premier vecteur de la quantité d'animaux. Maintenant, ce qui est commun, c'est qu'un éleveur ovin transhumant dans nos secteurs, il va plutôt chercher à avoir dans les 250 brebis, et lorsque c'est un GAEC, bon, ça dépend réellement de la conformation de l'exploitation. Alors, avoir beaucoup de bêtes, c'est bien. Pouvoir les nourrir, effectivement, et les abreuver, comment est-ce que se passe la nourriture, on imagine, en estive, et au niveau de l'eau, on a toujours des points d'eau qui sont prévus, ou est-ce que c'est le hasard d'une rencontre d'un ruisseau? Alors, il faut savoir, lorsqu'on raisonne l'eau dans nos troupeaux, surtout dans nos bêtes transhumantes, que les brebis transhumantes, ça garde un instinct de proie. Donc, si vous regardez les bêtes sauvages dans la nature, quand elles boivent, c'est un moment où elles sont très vulnérables. Donc, c'est important d'avoir des points d'eau, mais des points d'eau ouverts où les bêtes se sentent en sécurité et où elles peuvent boire beaucoup d'un coup. Les brebis, moi avant d'être technicien, j'étais berger. Les brebis, il ne faut pas croire, elles ne suivent pas la rivière toute la journée. Hein. Et elles broutent, elles boivent, pas du tout. Hein. Déjà, elles boivent naturellement en bouffant l'herbe et la rosée. Mais quand elles vont boire, elles mettent la tête dedans et elles boivent beaucoup d'un coup. En estive, il y a plein d'éleveurs qui ne comprennent pas, même parfois, ils ont beau descendre les bêtes là où ils ont de l'eau, quoi. Et les bêtes qui sont restées 6 jours dans les cailloux, et bien même là, parfois, elles ne boivent pas. Donc l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est que les brebis, par leur instinct de proie, elles ont besoin de boire beaucoup d'un coup dans de l'eau propre. C'est la nature qui s'organise, hein, tout simplement. La brebis, elle se dit peut-être que je n'aurai pas d'eau pendant quelques heures, 24, 48, que sais-je. Je prends une certaine réserve et je m'organise comme cela. C'est l'instinct, tout simplement. Au suivant, on vous écoute? Alors, dans l'ensemble, combien d'agneaux les espèces qui présentent ici, enfin, est-ce que c'est des brebis prolifiques ou pas forcément? Alors, le premier facteur de prolificité, surtout sur les races rustiques, c'est le soin.
notamment au moment de la saillie. Des bêtes qui sont bien soignées 3 semaines avant et après la saillie, des bêtes bien en état qui reprennent de l'état. Là, on peut espérer une bonne prolificité. Sur les races à faible effectif que vous avez ici, on peut monter dans certains troupeaux à 1,7, donc 1,7 agneaux nés par brebis, donc 1,7 de prolif. Les Lourdaises par exemple, nous on a un petit troupeau de 20 brebis à Lupra. Cette année on arrive à atteindre les 1,8 de prolificité sans forcer, avec du plein air intégral, mais en étant vigilant aux besoins des brebis. Sur les races, on va dire la moyenne standard, dans un élevage standard qui soigne de façon commune, on tourne autour des 1,3. Avec un léger avantage quand même pour la tarasconnaise qui est un peu plus prolifique que les autres. Mais la prolificité, attention, c'est un objectif dans certains cas, mais dans d'autres, ça peut être aussi problématique. Il faut être sûr d'avoir la ressource et que lors de la mise bas, la brebis elle se sente bien, elle soit en état et elle soit prête à s'occuper de ses agneaux. Parce que si elle n'y arrive pas, eh bien vous avez beau avoir 2 agneaux nés, mais le lendemain vous avez plus qu'un agneau et l'autre qui est mort. Donc ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la productivité, mais ça je pense que vous le verrez plus tard. Ah, te revoilà. Combien d'annuels gardez par an? Gardez-vous par an? Combien de Daniel? Donc en termes, ça on appelle ça l'auto-renouvellement. L'auto-renouvellement, son facteur premier, c'est le taux de réforme et le taux de mortalité. Donc nous on se retrouve beaucoup avec des éleveurs qui vivent des étés pas faciles avec la prédation et donc qui sont obligés d'anticiper le taux de mortalité plus élevé, mais aussi un taux de mise bas plus faible, avec moins de mise bas à cause du stress des avortements liés à la prédation en estive. Donc le parti pris par beaucoup d'éleveurs, c'est maintenant la tendance, elle est aussi à se dire je vais garder un maximum d'agneaux, bien sûr qu'il soit convenable, j'attends de laisser passer l'estive et après je garde. Mais sinon, en termes généraux, il faut partir du principe qu'on réforme une brebis à peu près à 7 ans. Une brebis elle rentre en production à 1 an et demi, 2 ans. Donc il vous faut à partir de là garder ça en tête. Et au final, le taux d'auto-renouvellement tourne autour de 20 à 25% du troupeau en général. Voilà. 20 à 25% d'auto-renouvellement. Donc sur 100 brebis, on garde 20 ou 25 agnelles. Intéressant tout ça, hein. Ce sont des éléments effectivement qui sont précis, qui vous donnent une idée de ce métier, de cette passion bergère, berger, éleveur de vin. Au suivant, combien de questions encore? Quelques-unes? Allez, on y va. Que donnez-vous à manger à vos ovines? Sauter une ligne. Ah ouais. D'où viennent vos béliers? D'où viennent les béliers? Alors, en ce qui concerne nos éleveurs, encore une fois, nous, c'est des éleveurs qui sont en suivi en sélection. Donc, le suivi en sélection, ça veut dire que tous les reproducteurs, en ce qui nous concerne, mâles, nous, on ne gère pas la voie femelle, on laisse assez de liberté aux éleveurs là-dessus. Mais sur les mâles, on tient à ce que les éleveurs gardent des animaux qualifiés, donc des animaux qui ont été validés par moi, qui ont été sélectionnés jeunes, que vous avez ici, les jeunes béliers là, qui seront ensuite vendus à la vente annuelle aux sélectionneurs. Ça, c'est un principe de base pour conserver une homogénéité et pour travailler en collectif. Sur les races à faible effectif, c'est d'autant plus important parce que il faut avoir des critères homogènes avec son voisin et pas se dire la Lourdaise, c'est la brebis que avait mon grand-père à Lourdes il y a 60 ans et maintenant le voisin il va pas avoir la même vision et tout, donc c'est important d'homogénéiser tout ça et nous on sert principalement à ça. Voilà. Et au niveau des béliers, ce qui a regardé aussi, c'est tout ce qui est prolificité, valeur laitière, croissance. Le but premier, c'est d'avoir des agneaux qui poussent. Alors bien sûr, vous allez regarder le look de l'animal, d'avoir un animal bien conformé, c'est très important, des cornes larges, mais il faut aussi regarder
ce que les agnelles qu'il va vous donner, parce que c'est ça que vous allez garder. Un bélier, c'est 50% de la génétique de votre couple. Donc vous avez beau sélectionner hyper bien la voix femelle, si vous mettez un bélier qui vaut rien derrière, vous allez vous casser la gueule sur l'agnelage et avoir des agneaux qui valent pas le coup. Il faut évidemment contrôler régulièrement la qualité du troupeau et la qualité des bêtes, et notamment des reproducteurs. Ça, c'est vraiment essentiel. Au suivant, une question. Sont-ils achetés ou est-ce que ce sont des béliers issus de l'exploitation? Justement, c'est ce qu'on disait. C'est que dans le cas de notre organisme de sélection, notre façon à nous de procéder, c'est que les éleveurs, ils doivent avoir des béliers inscrits, des béliers qu'on a vus agneaux, dont la croissance a été contrôlée, on a vu les performances des animaux, et c'est ça qui nous permet de dire, eh bien oui, ce bélier, il vaut le coup pour un sélectionneur. Sachant que tous les sélectionneurs, ils nous présentent leurs agneaux tous les ans, eh bien on prend inévitablement le meilleur des agneaux de chaque sélectionneur, et ensuite qui revient à la sélection par là. Donc la réponse, c'est que les éleveurs doivent uniquement avoir des béliers recommandés, donc passer par la pépinière, donc c'est au lycée agricole de Saint-Gaudens, on rentre 300 agneaux tous les ans, et ensuite on fait la vente là, qui sera le 17 octobre, et ça va nous permettre de mettre dans les élevages des animaux qui sont contrôlés. On sait ce qu'ils valent, on connaît leur lignée, on connaît leur indexation. Alors l'index, c'est peut-être un peu tôt pour le voir, mais on a idée de leur valeur génétique et de leur potentiel. Et c'est ça qui rassure aussi les éleveurs et qui viennent chercher dans une OS. Voilà, il y a vraiment un suivi au niveau de la génétique, et c'est l'activité de Nance, évidemment, pour faire perdurer la qualité des élevages. Important également de rappeler, tout à l'heure on le disait, je ne sais pas s'ils étaient déjà là, que tous les 2 ou 3 ans, on revend le bélier, parce que sinon il va se reproduire avec ses filles, et ça il ne le faut pas. Alors la gestion de la consanguinité, c'est un réel problème, notamment dans les races à faible effectif. Je vous l'ai dit, la Lourdaise, il y a 1500 brebis, vous faites le calcul à peu près, mais il faut vraiment gérer les lignées pour essayer au maximum d'avoir de la génétique différente. C'est ce qui va éviter la consanguinité. La consanguinité, là, dans ce que je vous explique, elle se réfléchit sur des lignées, mais à l'échelle d'un troupeau, c'est aussi tout simplement un bélier, il ne faut pas qu'il saillisse ses parents, ses tantes, ses enfants, etc. Sinon, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir des agneaux qui vont naître avec 5 pattes et qui vont être complètement gogoles. C'est pas ça. C'est pas ça la consanguinité première qu'on va observer. La consanguinité première qu'on va observer, c'est des agneaux qui vont pas forcément bien pousser, des fertilités qui sont en baisse, de la valeur laitière derrière, des bêtes moins performantes tout simplement. Plus on va chercher de la génétique un peu loin, tout en restant dans la race évidemment, plus on va faire avancer les performances de son troupeau. Au suivant. Que donnez-vous à manger à vos ovins? Qu'est-ce que ça mange un ovin? Alors, bon, là je vais répondre encore une fois pour les éleveurs en partant du principe qu'on travaille avec des éleveurs transhumants. On a vu que ce n'était pas le cas de la Montagne Noire, mais pour les autres c'est transhumant. Donc là le principe il est simple. Au printemps il y a de l'herbe, il fait beau, tout le monde dehors. À la limite on les rentre la nuit pour qu'elles soient au sec quand même et qu'elles n'aient pas de problème, notamment au niveau des pattes ou des infections au niveau de la bouche, à toujours être dans l'humidité. Là elles se nourrissent à l'herbe. L'été, c'est la montagne, on les envoie là-haut, le berger les surveille, on y passe régulièrement pour être sûr que tout se passe bien. Voilà, à l'herbe. L'automne, ça redescend. On peut faire pâturer encore, faire packager dans certains endroits. Sinon, ça commence déjà à rentrer en bergerie au fur et à mesure des agnelages. On les rentre en bergerie, et là, en bergerie, on va toujours avoir un système de foin en sec. C'est très rare les éleveurs qui utilisent de l'ensilage. La rubanage, vous allez voir les intérêts cette année, mais ça a des intérêts notamment maintenant avec le dérèglement climatique où on ne sait pas quand il va pleuvoir, on ne sait pas quand il va faire chaud. Donc c'est une solution qui est de plus en plus utilisée mais qui n'est pas trop utilisée. Donc du foin sec, des rations sèches, ça peut être aussi de la luzerne séchée. Vous pouvez voir les béliers là, ils en ont de la luzerne séchée.
Et derrière, ça peut être complémenté avec des céréales, soit produites sur la ferme, soit achetées entières ou sous forme d'aliments. Quels sont les avantages et les inconvénients des estives? L'avantage premier, c'est, encore une fois, hein, c'est une philosophie d'éleveur. C'est qu'on est éleveur aussi par amour des montagnes. Ça, je pense que certains d'entre vous peuvent le ressentir. C'est un plaisir de voir ces bêtes là-haut. Il y en a, à voir les bêtes tout le temps en bâtiment, ça leur retournerait l'estomac. Donc, produire des bêtes en montagne, pour certains, c'est la chose qui comble le plus de bonheur. On est aussi, vous savez, avec plein d'enjeux de consommation où les éleveurs veulent des bêtes qui soient bien, qui soient à l'herbe, etc. Et bien là, on a le meilleur système pour ça, c'est la transhumance. Donc derrière, il y a réellement une philosophie. Il y a un intérêt sur le système qu'on a vu à l'année avec les brebis qui rentrent en hiver, etc. C'est un système qui marche très bien. Dans des milieux qui sont compliqués, en été, les brebis, vous allez mettre où? Vous allez vous embêter à les passer d'une parcelle à l'autre, naninana. Et le foin, vous le faites quand? Vous le faites avec quelle parcelle? Quand elles sont là-haut, le foin, vous le faites avec les parcelles sur lesquelles il n'y a pas les brebis. Donc c'est l'intérêt premier. Après, c'est un avantage pour ça. C'est un désavantage depuis historiquement sanitaire. C'est un problème quand même. Les estives, ça fait que on ne peut pas avoir réellement de sécurité sanitaire sur les bactéries, sur tous. Voilà, on a quand même un brassage de parasites qui fait que vos animaux sont plus exposés. Alors sur des estives, vous êtes seul, il n'y a pas de problème, mais sur d'autres, la montagne, ça peut être aussi l'occasion de vous redescendre un truc pas cool. Et puis le désavantage que vous connaissez tous et qui est de plus en plus présent parce que tout le monde en parle et tout le monde le subit malgré tout, c'est la prédation. C'est que, on l'a dit, être éleveur dans les Pyrénées, c'est un métier de passion pour voir ces bêtes dehors profiter avec tout derrière une notion de bien-être animal qui est ancrée. Et derrière, vous mettez de la prédation. Vous avez des bêtes qui avortent, vous avez des bêtes qui meurent, des bêtes qui disparaissent, des bêtes qui agonisent jusqu'à mourir. Vous avez des bêtes qui sont stressées en permanence, des éleveurs stressés en permanence. Voilà, il y a tout. Et puis ça rajoute, du coup on essaye de mettre en place des systèmes pour protéger nos troupeaux. Mais derrière vous allez mettre des chiens de protection qui ne sont pas forcément toujours efficaces, mais qui sont aussi parfois problématiques avec les touristes. Vous allez mettre des filets, mais rentrer toutes les bêtes le soir, enfin, déjà il faut avoir confiance au berger parce que si vous rentrez les bêtes à 18h le soir parce que le berger il veut bien dormir, vos bêtes elles bouffent rien. Parce qu'allez-y en montagne quand vous faites des randonnées, si vous avez le choix, je peux vous garantir de 11h à 16h vous faites la sieste comme les brebis. Hein. Donc les brebis elles vont manger tôt et tard, donc il faut un berger qui ouvre les parcs tôt et tard. Donc il y a la gestion du berger qui est compliquée, on l'a vu, être éleveur c'est pas forcément un métier qu'on fait en disant je veux voir du monde, je veux gérer du personnel et tout. Donc ça engendre ces problèmes-là. Voilà, le problème toujours de travailler aussi contre quelque chose qui nous dépasse, où on essaye de faire du mieux possible, mais derrière on a de la prédation et on n'arrive pas à le régler. Et on est en première ligne sans être entendu. Ça c'est un problème qui est de plus en plus récurrent. Et nous on le voit aujourd'hui, hein, on avait à l'origine 2 fois plus d'éleveurs prévus sur cette manifestation. Il y en a qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ont eu de la prédation. Il y en a un qui est à l'hôpital à cause qui a fait un burn-out à cause de la prédation. On en a, ça c'est un problème aussi des estives, mais il y a eu des grosses intempéries et il n'a pas pu redescendre toutes les bêtes. Voilà. Et puis il y a l'enjeu sanitaire qu'on a vu, notamment en ce moment avec une maladie qui se balade beaucoup, c'est la FCO, et qui met un climat assez tendu. Et voilà. Alors, lorsque les bêtes sont en estive, si jamais il y a un souci sanitaire, les premiers soins sont prodigués par la bergère ou le berger. L'appel au vétérinaire, c'est pas possible là-haut. Alors, problème sanitaire, c'est 2 choses. Quand on est en estive, il y a les problèmes de parasites, mais ça, c'est un éleveur qui va le monter et qui va le diffuser aux autres. Donc là, la solution, bon, c'est pas compliqué, vous allez voir des bêtes qui s'amaigrissent, parce qu'en gros, elles ont des vers qui se baladent ou des trucs comme ça.
des bêtes qui s'amaigrissent, qui morvent, vous avez plein de symptômes différents et là il faut faire un traitement général. Donc là, vous voyez avec votre groupement d'estive, tout le monde vient, on fait tel traitement, voilà, il y a un problème comme ça. C'est des parasites aussi qui peuvent être liés au surpâturage. Plus vous mettez des brebis au même endroit, et ça c'est le problème avec la prédation aussi, c'est que du coup il faut ramener les bêtes au même endroit tout le soir, donc elles sont toujours sur le même endroit, donc elles mangent toujours la même herbe, donc l'herbe elle rétrécit, et à la fin les brebis elles bouffent de la terre, et dans la terre c'est les excréments qui restent, et c'est là où elles vont se parasiter aussi. Donc il y a tout ce souci là autour du parasitisme, et là qui se traite collectivement. Le parasitisme, il faut le traiter collectivement. Voilà. C'est aussi des parasites que vous pouvez redescendre. Donc là, la situation, c'est quand on redescend les bêtes, le mieux à faire, c'est quand même d'appeler votre veto ou de vous-même faire une coprologie. C'est-à-dire que vous allez ramasser les excréments et vous allez les envoyer pour analyse, ou même certains savent le faire pour voir dedans s'il n'y a pas des vers. Donc, par exemple, vous avez des strongles. Les strongles à l'œil nu, c'est visible. C'est des petits vers blancs que vous pouvez retrouver dans les crottes de vos animaux. Pour ce qui est de pépins sanitaires en estive, de ce qui consiste clairement le travail de berger, surtout dans les estives qui sont humides, vous allez avoir les bêtes qui ont toujours les pattes dans l'humidité qui va travailler les sabots, les pattes, et derrière vous allez avoir vous allez avoir les bêtes qui vont être infectées au niveau des pattes. Le plus souvent c'est ce qu'on appelle le panari, c'est que vous allez avoir des bouts des membres gonflés. À l'intérieur c'est du pus qu'il faut vider, il faut soigner, voilà, ça c'est le travail du berger. Il y a un autre problème aussi qu'on a beaucoup, c'est tout ce qui est vert avec des larves de mouches. Quand vous avez une plaie ouverte, les mouches elles viennent dessus, elles pondent des larves, les larves elles grossissent et elles bouffent la peau, et c'est pas cool. Voilà. Bon, il faut beaucoup de compétences quand on est bergère ou berger, on s'occupe des animaux tous les jours, et manger, boire, oui. Il y a d'autres soucis, effectivement. La passion et le courage doivent être au rendez-vous. Vous l'avez compris. Prochaine question. Y en a-t-il? Avez-vous un chien de travail et un chien de protection? Alors, le chien de travail, c'est un outil qui est quasi indispensable sur les éleveurs ovins des Pyrénées. Vraiment, c'est quelque chose... on le voit, mais les éleveurs, quand ils ont un chien qui est en fin de vie et tout, c'est la galère, vous courez, c'est vous qui faites le chien, donc c'est un enfer. Le chien, quand il est bien dressé, c'est un confort de travail qui est indéniable. Réellement, en termes de stress pour les animaux aussi, les brebis, elles savent que le méchant, c'est le chien, le gentil, c'est vous. Vous êtes devant, elles vous suivent. Le chien, elles en ont peur, elles le fuient. C'est comme ça que ça marche, ça c'est vraiment voilà. Maintenant dans des systèmes, moi j'ai aussi beaucoup de familles en Aveyron qui font des brebis laitières. Là les brebis elles vont à la traite, le soir elles savent qu'elles ont l'ensilage, elles suivent toutes seules, elles rentrent à la bergerie toutes seules. Là le chien il n'est pas très utile. Dans nos systèmes à nous, le chien de berger est indispensable. Le patou, c'est au gré de chacun. Le patou ou d'autres, attention, les chiens de protection. Le patou c'est le berger des Pyrénées, c'est le chien de protection utilisé principalement dans les Pyrénées. C'est un gros chien blanc de nature très grégaire qui va rester avec les brebis et qui va faire peur. Son rôle premier est de faire peur. Par contre il y a d'autres chiens, le Kangal, le berger d'Anatolie, le matin espagnol, ça c'est des chiens qui sont sélectionnés, qui viennent souvent d'Asie aussi, qui sont sélectionnés pour le loup. Donc ça c'est des chiens. Si vous vous baladez devant avec votre chien en laisse et que le chien il a vu et qu'il a décidé de tuer votre chien, vous pouvez rien faire. C'est des chiens qui sont là pour attaquer le loup. Dès qu'ils voient du loup, foncer dessus et le tuer. Parce que le loup est plus malin que l'ours et a un instinct de prédateur plus important. L'ours, en théorie, il voit un chien qui lui aboie dessus, un gros patou, il fait demi-tour, il réessayera plus tard jusqu'à ce que ça marche. Ou alors, il va essayer de faire peur le troupeau pour dispatcher le troupeau et s'éviter le chien. Par contre, le loup, il vient, il voit qu'il y a un chien, il va attirer un chien d'un côté, attaquer de l'autre, dispatcher le troupeau. Enfin, le loup, c'est trop intelligent pour les patous, donc il faut des chiens qui attaquent. Mais des chiens qui attaquent, ça ne suffit pas malgré tout. Au contraire même, ça arrive de plus en plus que ces chiens-là se font tuer, se font piéger réellement par les loups. Et voilà. Du coup, la réponse, c'est que les patous sont quand même de plus en plus utilisés, surtout que maintenant, il y a une pression qui est faite où les éleveurs, si ils n'ont pas soit patou et berger, soit patou et parc de tri, soit parc de tri et berger,
ils ne peuvent pas avoir les bêtes indemnisées de l'ours. Donc en gros les éleveurs maintenant ils n'ont plus trop le choix, ils sont un peu obligés de faire avec et tous les désagréments que ça engendre. Est-ce qu'on peut multiplier le nombre de patous, 2 ou 3 pour 150 ou 200 bêtes Ici ils sont plusieurs, c'est peut-être plus efficace aussi. Alors les patous, bon là on va rentrer vraiment dans la technique, mais les patous, voilà, c'est pas juste mettre un chien qui protège, c'est que les patous c'est des meutes. Quand vous mettez plusieurs chiens, c'est des meutes. Il faut avoir conscience de ça et il y a tout un travail d'un équilibre de meutes à avoir. Il y a des chiens qui vont rester au milieu du troupeau, d'autres plus en périphérie, etc., etc. Il y a réellement une notion de meutes qui est ancrée chez les patous pour mieux défendre le troupeau. Chez les autres chiens, c'est le cas aussi. Maintenant, on l'a dit, les bergers d'Anatolie qui vont plus au contact et tout, vous pouvez vous douter que même entre eux, ça envoie un peu plus. C'est une meute. Donc en plus avec les soucis qu'il y a où les chiens se font tuer parfois, et bien ça arrive qu'il y ait des nouveaux individus qui rentrent dans la meute, etc. Et là, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemblent des bergers d'Anatolie, mais ça engendre encore une fois des problèmes de meute où les chiens se battent entre eux et il faut gérer ça. Et là, moi j'y vais pas. Entre deux Kangals qui se battent, je m'y mets pas. Donc voilà, ça engendre encore une fois des problèmes. Mais voilà, le nombre de patous dépend de la taille du troupeau et de la prédation. On en est où de ce questionnaire? Il y a encore des interrogations? C'est terminé? Bon, est-ce que vous avez une question à poser à Nance en périphérie de tout ce qui a été dit et présenté? Vos questions étaient fort intéressantes et les réponses de Nance l'étaient tout autant. Et j'espère que il a énoncé pas mal de soucis et de problèmes, notamment en estive par rapport à la prédation, etc. Mais que cela ne vous décourage pas. C'est un métier de passion, c'est un métier de liberté, c'est un métier de transmission et d'équilibre avec son troupeau, c'est un métier d'amour avec la bête. Et cela, si vous l'avez en vous, eh bien, il faut le développer et le vivre pleinement. Nos territoires ont besoin de vous et il l'a dit tout à l'heure, Nance, votre activité d'éleveur et d'agriculteur permettra également d'apporter une nourriture de qualité française, régionale, à celles et ceux qui la dégusteront. Et ça, c'est très valorisant et on vous en remercie par avance. Merci Nance. Bonne journée, bonne visite les amis et à bientôt. Au plaisir.
Allez, bonne nouvelle dans quelques instants sur le ring. Ovin, d'abord nous avons des places assises qui sont à votre disposition. Mettez-vous sinon sur le côté de nos barrières. Et nous allons découvrir dans quelques instants avec le technicien Arteris, avec William et avec des éleveurs, et bien tout simplement la présentation des signes de qualité. On va parler du label rouge, on va parler du pourquoi et du comment consommer une viande de cette qualité fait la vraie différence en bouche. Vous allez découvrir également le témoignage de quelques éleveurs jeunes qui viendront donner quelques éléments sur leur passion, sur ce choix qu'ils ont fait de devenir éleveurs ovins. On va se tenir tout à côté de deux agneaux qui ont été installés là au cœur de notre ring. Je vous invite à nous rejoindre pour découvrir les signes de qualité avec notre représentant Arteris, William. Alors, on va véritablement découvrir comment est-ce qu'Arteris accompagne ces éleveurs dans la sélection, dans la qualité que vous avez in fine en bouche. Et ça va être fort intéressant dans un premier temps de découvrir la société Arteris. C'est une coopérative qui accompagne les éleveurs pour que la qualité soit maximale, soit reconnue et appréciée tout au long de l'année. William, Hervé, toujours. Ah ouais, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Merci Hervé. Comment ça va, William? Bien. On présente Arteris et ensuite on parle de votre rôle à travers l'accompagnement de ces éleveurs que nous aurons également en témoignage. Alors, merci d'abord donc aux gens qui nous font l'honneur de voir nos animaux, de sentir la passion de nos éleveurs. Arteris, c'est une société coopérative très diversifiée, plusieurs métiers. Le mien, le nôtre, avec mes collègues, c'est la filière ovine. Bon, aujourd'hui, rapidement, on va essayer de présenter ce que demande le marché. Alors, pour ça, plusieurs intervenants. Un collègue technicien qui va peut-être nous préciser les points essentiels du cahier des charges de l'agneau label rouge. Deux futurs jeunes éleveurs qui vont peut-être expliquer pourquoi devenir éleveur aujourd'hui, la motivation. Une éleveuse que je cherche, Madame Cazot, si elle peut nous rejoindre également, si elle m'entend. Très bien. Alors, on va commencer par vous dire qu'en France, il se mange 10 millions d'agneaux. Sur ces 10 millions d'agneaux, les producteurs français en produisent 4,5 millions. Ça veut dire que le consommateur français est obligé de manger de l'agneau étranger s'il veut se faire plaisir, puisque la production française est insuffisante par rapport à la demande. Alors, quels sont les pays d'abord étrangers qui sont des gros producteurs d'agneaux? On peut trouver dans les rayons des supermarchés, des grandes surfaces ou moyennes, des agneaux néo-zélandais. Une petite remarque, en France il y a 60 millions d'habitants, il y a 6 millions de brebis. En Nouvelle-Zélande, il y a 5 millions d'habitants, il y a 27 millions de brebis. On a affaire avec la Nouvelle-Zélande, un grand pays producteur qui inonde toutes les zones mondiales avec leurs agneaux. On a bien sûr nos voisins européens, l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande. À côté de ça, l'objectif des éleveurs qui ont créé donc les coopératives, groupements de coopératives ovines, c'était de se démarquer par rapport à la production étrangère. L'une des solutions pour se démarquer, c'était de mettre en avant un label qui existe aujourd'hui depuis 30 ans. Vous pouvez voir d'ailleurs que l'on fête ce soir les 30 ans donc, du label rouge de nos éleveurs. Ce label rouge permettait d'aller voir nos clients, de leur expliquer, voilà, face à la pléthore d'agneaux étrangers, nous pouvons mettre à votre disposition un agneau local
qui répond à un cahier des charges précis, qui assure toutes les garanties pour protéger et le consommateur et l'environnement et le bien-être animal. Et ce label rouge, qui a aujourd'hui 30 ans, peut se trouver dans toute la région, la grande région. Alors, déjà, quelques points pour parler du cahier des charges. Gabriel, si tu peux dire les 3 ou 4 points essentiels du cahier des charges en tant que technicien. Alors, les points essentiels par rapport au niveau du cahier des charges du label rouge, il faut que l'agneau reste 70 jours sous la mer. Ensuite, par rapport au niveau de l'abattage, on va compter jusqu'à 150 jours grand maximum. Donc voilà. Et derrière avec un suivi aussi par rapport au niveau suivi vétérinaire pour la conformité et ce qu'on va rechercher par rapport au niveau de la qualité aussi. Et on fait de la conformité avec du croisement. Donc pour rechercher vraiment l'ossature, on va rechercher, alors je ne sais pas si vous connaissez dans les agneaux, on a des catégories E, U, R, O et avec des chiffres 1, 2, 3, 4. Donc c'est l'état de l'agneau et l'état graisseux de l'agneau, la conformité. Est-ce que toutes les carcasses qui sont label rouge au départ, Gabriel, sont conservées? Est-ce que toutes les carcasses qui sont label rouge au départ sont conservées après abattage ou est-ce qu'il y a une dernière expertise qui permet de valider définitivement ce choix et cette appellation accordée? Alors c'est là où notre rôle de technicien est assez important pour l'éleveur, parce qu'on va sur les élevages trier les agneaux qui sont prêts à ramasser pour partir à l'abattoir. On les classifie nous-mêmes à la main, au toucher, au visuel. Et après abattoir, il y a ce qu'on appelle un classificateur, une personne qui est spécialisée en fait, qui va certifier si votre agneau est un R3, un R2 ou autre. Alors la qualité d'une viande label rouge, d'abord, c'est tout au long de l'année, janvier, février, avril, mais également novembre. Je choisis le label rouge, je vais avoir une qualité gustative absolument impeccable et surtout qui va perdurer dans le temps parce que le cahier des charges du début d'année, c'est le même que celui de la fin d'année. Donc j'ai une constance en termes de qualité. Ça, c'est le principal argument du label rouge, c'est la qualité gustative. Alors effectivement, la qualité du label rouge, c'est la qualité gustative dont vous allez faire tout à l'heure avec la petite maisonnette là. Et derrière, notre rôle aussi, c'est de savoir aider les éleveurs, par exemple, par rapport à la mise à lutte ou des choses comme ça. Tout se prépare. Donc il y a une préparation d'alimentation qui est très importante parce qu'on ne peut pas mettre des brebis un peu faibles ou peu importe la lutte. Il faut vraiment les préparer comme tous les béliers. Et voilà, tout simplement. Donc le label rouge, quand on est un consommateur averti et que l'on cherche cette qualité, d'abord on ouvre l'œil, on interroge éventuellement son boucher pour dire on est bien sur du label rouge, local, peut-être bio, c'est génial. Et surtout, on a ensuite le plaisir de réussir sa cuisson parce que lorsque les bêtes sont bien élevées, lorsqu'elles sont abattues dans d'excellentes conditions, il faut également que le travail du boucher, mais également celui du consommateur, soit absolument impeccable pour que les cuissons soient réussies et que la dégustation soit tout à fait délicieuse. William, ne tourne pas le dos à notre public, viens à mes côtés. Je sens que tu veux me dire quelque chose. Oui, merci. Bon, et bien justement, bien élever les animaux, ça tombe bien. D'abord, on va présenter les 2 agneaux que nous avons dans le parc. Alors, nous avons choisi 2 agneaux label rouge. L'un avec une tête rouge, c'est un agneau croisé, romane, rouge de l'Ouest. L'autre avec une tête blanche, c'est un agneau croisé, tarasconnais, berrichon. Bon, bien parler des conditions d'élevage, de la passion des métiers. Je vais demander à Madame Casoani, qui est avec moi, qui est propriétaire de l'agneau rouge-tête, de ce label croisé rouge de l'Ouest, de nous parler un petit peu de sa passion, de ses difficultés et de son métier un petit peu. Merci Annie. Donc oui, effectivement, nous sommes à la tête d'un troupeau de 400 brebis croisées romanes. Le choix de la race romane croisée rouge de l'Ouest était notamment pour la facilité de désaisonnement des femelles
et le rouge de l'Ouest pour la conformation bouchère. Donc ce sont des animaux effectivement élevés avec passion et avec amour. Le choix du label rouge était une évidence pour nous. Déjà tout d'abord pour avoir le soutien technique du groupement ovin et pour la prolificité des mamans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La période la plus importante de l'élevage, c'est l'agnelage. L'agnelage, 24 heures sur 24. Voilà, mais c'est un choix. Mais c'est pour le bien-être aussi des animaux, afin de pouvoir donner aux consommateurs des animaux de qualité. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci Annie. Alors, vous êtes éleveuse, approchez-vous Annie un tout petit peu de moi, n'ayez pas peur. On va se mettre face au public, ce serait bien. Vous êtes éleveuse par passion depuis combien de temps? Alors moi je suis tout juste jeune éleveuse depuis 3 ans. Donc c'est une deuxième activité professionnelle qui est... Maintenant non. Non mais vous avez eu à un moment donné une première carrière professionnelle, puis vous vous êtes dit, moi les bureaux et les ordinateurs, ça va bien. J'ai très envie d'être de nouveau à la campagne, j'ai très envie d'avoir tous les matins le plaisir de retrouver mes bêtes, de me lever avec une passion chevillée au corps. Et vous voilà bergère, toute seule ou avec un compagnon, un associé? Avec mon compagnon qui était éleveur, enfin céréalier à l'époque. Donc vous avez fait une formation peut-être accélérée et ensuite vous vous êtes mis avec lui pour partager cette passion, pour partager les bons moments de l'élevage et puis d'autres parfois qui sont un petit peu plus délicats, mais quand on est deux, c'est plus facile à les affronter. On est parti jusqu'au bout de la carrière professionnelle, ça y est, vous ne changerez plus d'avis? Non. Vous êtes installé où? À Gaillac-Toulza. Et vous avez combien de bêtes? 400. 400? Ah oui, rien que cela. Annie Cazot, quelques applaudissements. C'est une éleveuse courageuse, deuxième activité professionnelle. Et elle est là, désormais, dans la bergerie pour longtemps. C'est bien. William, qu'est-ce qu'on fait? On présente des jeunes, des garçons? On va d'abord parler un peu de l'entreprise. Notre souci à nous, c'est de renouveler les générations. Les gens prennent de l'âge, partent à la retraite. Et aujourd'hui, il faut qu'on intéresse la jeunesse. Pour ça, Arteris met en place, d'abord, avec l'appui de l'ACOPIC. L'ACOPIC, c'est l'organisme qui est en train de faire goûter notre agneau aux gens qui passent au niveau de la dégustine. Donc là, on a dégustation sur le petit chapiteau qui est à côté, hein, sur la caravane dégustine. Allez goûter cet agneau. C'est du label rouge. Vous vous rendrez compte un petit peu de la qualité de ce produit, de sa finesse. Pas de goût trop prononcé. Bon, vous allez tester. Il faut qu'il y ait du caractère tout de même, mais il faut que ce soit délicat et savoureux. Attention, il n'y a pas que le gigot dans la vie hein, et dans l'agneau. Tout à fait. Vous avez raison. L'ACOPIC nous aide à mettre en avant notre produit dans les boucheries, dans les grandes surfaces. Ils se battent pour nous. Ils font déguster l'agneau, il faut les épauler. Alors, de même, pour renouveler les générations ovines, il va falloir s'appuyer sur des jeunes. Ça serait bien si tu pouvais poser quelques questions à 2 jeunes qui sont passionnés. Mais moi, je les aime pas, les jeunes. Alors, je vais me forcer, tant pis. Allez, venez, les garçons. Évidemment qu'on les aime, ces jeunes. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, ils se sont dit, à 14-15 ans, qu'est-ce qu'on fait? On fait coiffeur, on fait pompier ou on fait éleveur? On fait éleveur, on va faire l'agriculture, on va être dans nos campagnes, on va faire vivre nos territoires. D'où vous êtes? Quels sont vos prénoms? Alors moi, c'est Étienne. Donc je suis... Tu es d'Occitanie? Oui, d'Occitanie à Saint-Gaudens. Enfin, nous on est du côté d'Aurignac, vers Cassagna-Bertournas. Est-ce que tu as quelques aïeux qui étaient déjà dans l'élevage et dans l'agricole, ou est-ce que c'est vraiment toi tout seul qui a décidé de prendre ce chemin-là professionnel? Alors mes arrière-grands-parents étaient là-dedans, mais à Nantes, donc c'est un peu loin et enfin c'est pas ça qui m'a fait choisir cette voie. D'accord. Quel âge as-tu désormais? 19 ans. Est-ce que tes études sont terminées? Est-ce que tu vas pouvoir préparer ton apprentissage et peut-être ton installation dans quelques années? Alors là, je suis encore en apprentissage. Je suis apprenti justement à côté de chez moi. Et donc le but, c'est de pouvoir m'installer dans quelques années.
Et donc je verrai bien comment ça va. Alors, il y a de nombreux organismes, et William le disait, qui vont t'accompagner d'abord pour la formation et continuer à t'encadrer pour faire les bons choix. Et puis surtout, il le disait tout à l'heure, William, de nombreux éleveurs et agriculteurs vont petit à petit passer la soixantaine, prendre leur retraite bien méritée. Il y aura très certainement des accompagnements pour avoir les bonnes adresses sur des fermes qui sont à reprendre en location ou en achat. Ça, c'est autre chose. Et ton collègue, tu le connais bien ? Moi je m'appelle Nathan, j'ai une ferme en Ariège. Tu es déjà installé? Mon père, ouais. Et on a toujours eu des brebis dans ma famille. Voilà. Donc tu vas reprendre en association d'abord peut-être avec papa la ferme dans quelques années à ton compte. Ça c'est pas mal parce que tu baignes dedans et tu vas pouvoir démarrer tout doucement le fait d'être berger dans d'excellentes conditions. Et oui, voilà, c'est ça. Du coup, je suis né dedans et voilà. Et tu as décidé de faire ce métier avec passion et avec courage. Oui, voilà, j'ai décidé de continuer, prendre la relève. Et si tu trouvais une compagne, une fiancée, une chérie dans quelques années, un peu comme Annick, qui a fait cela avec son compagnon, ce serait peut-être également un très bel avenir professionnel et très amical, parfois plus. Oui, voilà, pourquoi pas. On va voir, effectivement. Gabriel, un petit mot. Alors, je tenais à dire qu'en fait, le groupement Arteris, pour les jeunes qui s'installent ou autres, nous sommes là en soutien pour la démarche pour tout ce qui est élevage, tout ce qui va être bâtiment et autres. Enfin, on les accompagne tout au bout et on les accompagne aussi financièrement. Donc, il n'y a pas que la banque, Arteris accompagne financièrement aussi les installations de nos futurs éleveurs. Mais ça, c'est une belle démarche parce que c'est vrai que démarrer dans le métier, on est parfois confronté à quelques soucis de financement, cela peut arriver. Et donc, si on est bien accompagné, si on n'a pas des remboursements qui nous mettent trop le couteau sous la gorge chaque mois, eh bien on va pouvoir travailler avec sérénité et aller loin dans le métier sans être trop sous pression. Et ça, on vous en remercie et on vous en félicite. William, on continue. Un petit mot supplémentaire. La qualité, le label rouge, il faut être attentif. C'est la réussite évidemment d'une dégustation réussie. Oui, merci Hervé. Alors, la qualité. C'est un agneau label. Il faut l'appeler également agneau sous la mer. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est issu d'une brebis qui est parfaitement nourrie par les éleveurs aux différents stades physiologiques. Avant que la brebis mette bas, les dernières semaines sont très importantes. Et là, on va chercher le savoir-faire de l'éleveur pour avoir les équilibres alimentaires, énergie, protéines, vitamines, minéraux. Ça, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que plus la brebis sera préparée avant de faire son petit, plus l'agneau sera sur des starting blocks pour pousser très très vite. Et notre produit, c'est un produit jeune qui va garantir une saveur particulière de par son âge. On a des agneaux ici de nid 100 jours d'âge, je vais dire à peu près. Ils ont 3 mois. Le label peut aller jusqu'à 5 mois d'âge. On a des agneaux très très tendres, pas de goût trop fort. Souvent, quand on fait goûter dans les salons les petits consommateurs, ils disent j'aime pas l'agneau parce que c'est trop fort. Quand on goûte cet agneau, l'agneau n'est pas fort et les jeunes apprécient. Avant de rendre le micro Hervé, je remercie tous les jeunes du lycée agricole qui nous ont épaulés. D'abord pour les installations, merci à vous deux également donc d'avoir participé pour la filière et merci à ceux qui font goûter l'agneau donc au niveau de la dégustine. Et merci à toi Hervé de nous épauler comme ça. Voilà, bravo Arteris pour tout le travail de collaboration et d'accompagnement que vous faites depuis de nombreuses années et cela va continuer puisque ces jeunes qui ont la passion chevillée au corps comme celle d'Annie, ça lui a pris un petit peu plus tard mais finalement le talent n'attend pas le nombre des années, on peut commencer à 18 ou 20 ans et puis parfois à 30-35 ans on se dit tiens si je changeais d'activité pour finir heureuse dans ma carrière et ma très belle profession de bergère. Et c'est comme ça. Allez, on va déguster du côté de la dégustine, justement. Cet agneau, il est savoureux, il est tendre, il est juteux et il est souvent, c'est normal, savouré rosé. J'espère que la cuisson est rosée.
Je vous invite à déguster pendant que c'est chaud. Hein. Approchez devant la dégustine. Vous avez des pics avec des petits cubes de viande d'agneau Label Rouge. Régalez-vous. C'est local, c'est régional, c'est génial. Et surtout, le Label Rouge va permettre tout simplement d'avoir de la tendreté, de la jutosité et de la saveur. C'est ça, l'agneau. the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a
lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. Là, la réception est correcte. On est à combien en réception là? Franz? Les niveaux de réception, on est à combien? Le 50 milli, ça fout la merde. Au début, c'était en dessous dans le display. Celui-là, je vous conseille de ne pas l'éteindre. Le temps que j'ai mis pour l'allumer. Si l'autre il décroche, mais l'autre il s'en met en lumière. Tout à l'heure, même à côté, on était à 3 bars. Alors que là, ou alors il y en a un qui a un truc dans la poche. Là, tout est allumé partout. Là. Jean-Pierre est allumé, le ring là-bas est allumé. Bon, de toute façon, t'es quoi toi? T'es 1, Channel 1 et 3. Je vais aller voir là-bas s'il y a une modulation. Allez, toi, si on peut. Ça, allez, 3. En tout cas, la fréquence elle est bonne. C'est pas la peine de changer. On va aller voir là-bas si la fréquence est bien.
Alors, le programme sur le ring au vin va s'interrompre quelques instants avant de laisser place aux caprins qui viendront occuper l'espace et vous présenter leur programme avec des races caprines, avec également quelques renseignements et détails sur l'élevage caprin. Je rappelle qu'il y a toujours de la dégustation sur notre petit chapiteau La Dégustine. C'est de l'agneau régional, c'est de l'agneau extra, tendreté, générosité, saveur. Voilà le trio gagnant. Allez, venez vous régaler, des petits morceaux, c'est de la dégustation. Plaisir. Qu'est-ce que c'est? Jus d'orange, quel rapport avec l'agneau? Il n'y en a pas. Bon, d'accord. Il y a aussi du jus d'orange à la dégustation. Régalez-vous, les amis. Allez, le programme va continuer. Il y aura les équins cet après-midi, puis de nouveau les ovins en fin de journée. Un programme à fréquenter et à ne pas rater.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables.
pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations, pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment, pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. Sud de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
parler bien près du micro. Eh ben, comme déjà je commence plus à avoir de voix, vaut mieux que je fasse ça. Hein. Bonjour à tous. On vous propose de vous présenter les différentes races caprines qui sont présentes ici. Donc vous avez à gauche une alpine, la blanche, une saarnaise et 2 pyrénéennes. On n'a pas énormément de succès. Non. Alors le troupeau, la filière caprine française est composée de 6000 élevages qui représentent à peu près 9,5% du cheptel européen. Elle est à la 4e place au niveau européen, après la Grèce, l'Espagne et la Roumanie. La production de lait de chèvre est à peu près de 600 millions de litres par an, ce qui représente 70% des volumes livrés en laiterie et 22% transformés à la ferme. Majoritairement, ce sont des éleveurs transformateurs et les autres, 48 autres pourcents, c'est des élevages qui livrent en laiterie. 5% sont mixtes, c'est-à-dire que c'est des élevages qui vendent en laiterie et qui transforment aussi. Il y a à peu près 110 000 tonnes de fromage qui sont fabriquées en France par an, dont 20 millions de tonnes à la ferme. 20 000 tonnes à la ferme. 20 millions, ça fait beaucoup. Le lait de chèvre est majoritairement transformé en fromage, très peu sous forme de produits pasteurisés, yaourts et produits ultra frais. La France est le premier consommateur de fromage de chèvre dans le monde. Plus de 80% de la production est consommée en France. Et un Français consomme à peu près 2 kg de fromage par an. Fromage de chèvre, bien évidemment. La race alpine représente 55% du cheptel français et 45% pour la saarnaise. Alors, je ne sais pas. Claire, le cheptel pyrénéen, c'est à peu près de combien de... Alors au niveau de la chèvre pyrénéenne, on a actuellement un peu plus de 5000 mères sur tout le massif pyrénéen et puis même d'autres élevages répartis dans toute la France. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur des élevages de type extensif, des petits troupeaux, souvent mixtes, chèvres plus brebis. Et les produits, c'est un petit peu ce que tu as évoqué tout à l'heure. Donc majoritairement c'est du fromage. Mais il y a quand même des éleveurs qui ont développé un petit peu des productions particulières comme le savon et puis également du yaourt, de la glace, voilà. Donc au niveau de la chèvre des Pyrénées, ce qui la caractérise, c'est vraiment sa rusticité et la faculté de valoriser des milieux qui sont très pauvres. Donc c'est une chèvre qui a un gabarit plutôt grand, des poils longs. Notre association qui fête ses 20 ans cette année a beaucoup travaillé déjà pour sauvegarder cette race puisque dans les années 80 elle a failli disparaître. Et depuis, on a cessé d'améliorer le type. Donc ce qu'on recherche notamment, c'est un poil très long, des oreilles qui soient pendantes bien larges. Les éleveurs sont souvent aussi attachés aux cornes. Donc c'est vrai que vous verrez rarement des pyrénéennes sans cornes. Et ensuite aussi, on travaille beaucoup sur les aplombs, puisque c'est une chèvre de montagne qui va souvent en estive
Et donc, il faut qu'elle soit capable de marcher. Et d'ailleurs, elle marche des distances assez importantes tous les jours. Sinon, au niveau du lait, on va dire que c'est une laitière moyenne. C'est pour ça qu'elle a été délaissée dans les années 70. Maintenant, elle a un lait qui est très riche, qui a un bon rendement et donc qui se valorise bien. Voilà, c'est vrai que les clients font souvent la différence entre du lait de pyrénéenne et du lait d'une autre race, de chef d'autre race. Voilà. On vous propose là à la dégustine de déguster du chevreau qui est en train de cuire. Vincent va vous le servir. Donc je vous propose de nous retrouver autour de la dégustine. Merci.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
Cause I walk what I talk and I do what I say. I still stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh, all right. Oh, come on, y'all. Say yo, All right. yo, yeah, have to say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. You don't ever stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe LEADER du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... La température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ces gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
chansons. Pyrénées belles, ta blancheur en hiver nous ensorcelle. Tes couleurs l'été te rendent belle. Ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en est sur nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. La Garonne née dans l'Aneto, jaillissant en larmes au trou du taureau. Retrouvons la Neste près de Morégeau. Ces méandres filent vers Bordeaux. Pyrénées belles, ta blancheur en hiver nous ensorcelle. Tes couleurs l'été te rendent belle. Ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en met sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Pyrénéenne, nanana, là-bas, le pic du midi, tantôt blanc, tantôt gris, étoilé la nuit. Cagile, chaise du paradis, notre guide, notre ami, veille sur nos vies, c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, na 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 et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on dormit sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Na 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 na. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort, oh. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. Sud de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
bien proche. Ok. Je le colle. Ok. On va se mettre au milieu. Bon, pour les calculs. Oui, ben donc nous on est là pour vous présenter un attelage d'âne avec une escargoline. Donc on a été missionné par l'organisation pour faire du transport de personnes à mobilité réduite. Donc on va de l'entrée du salon jusqu'aux visites de tous les halls. Et donc là on transporte aujourd'hui deux dames. D'où c'est que vous venez? Vous venez d'où? Vous venez d'où? Oui. Aix-en-Provence, non mais vous dormez où le soir? Vous savez pas. Ciradan. De Ciradan. C'est ça. Donc l'équipage est composé d'un âne, un âne des Pyrénées, qui est attelé à une escargoline. Donc c'est un petit outil 3 roues qui sert au transport de personnes à mobilité réduite. Voilà, qui est tout terrain et qui permet de monter facilement, grâce à sa position basse, de faire d'un transfert du fauteuil jusqu'à la voiture. Est-ce que vous voulez faire une petite chanson? C'est la... Bon, on va laisser la place au ring. Merci pour votre attention.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, na 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 et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, endormissant nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. Na 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 na. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort, oh. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. Sud de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
gens de fleurs bons partout, dévalant les estives et les monts, les sous fredonnent nos chansons. Pyrénées belles, ta blancheur en hiver nous ensorcelle, tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrit que pour toi, belle Pyrène, on danse sur nos pieds comme une reine, attend le retour de l'être aimé. La Garonne née dans l'Aneto, jaillissant en larmes au trou du taureau, retrouvons la Neste près de Morégeau, ses méandres filent vers Bordeaux. Pyrénées belles, ta blancheur en hiver nous ensorcelle, tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrit que pour toi, belle Pyrène, on dormit sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Pyrénéenne, nanana, là-bas, le pic du midi, tantôt blanc, tantôt gris, étoilé la nuit, Cagir, chaise du paradis, notre guide, notre ami, veille sur nos vies, c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, nanana, et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on dormit sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
Bonjour. Bonjour. Ça marche. Bon. Ça marche et ça marche pas. Et là? Oui, là ça marche. Il faut que je me mette là en fait. Je bouge pas. Donc, bonjour à tous. Nous vous présentons ici les... Ça marche. Désolé. Non, non. Ah, ça va. Ok. Donc, nous pouvons... Vous. Et je sais pas, il y a peut-être un endroit. Là, ouais. Bon, je vous présente ici donc les chevaux de Mérins. Vous les aviez peut-être reconnus, donc c'est des chevaux qui sont toujours noirs. Noirs, on dit même noir zin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces blanches normalement.
Alors on peut voir sur les chevaux qui sont ici, il y a des petites traces en tête. Ça, c'est accepté chez les chevaux de Mérens. Et même le cheval qui est en train de passer sur l'esplanade là-bas, il a un moitié de postérieur un petit peu blanc aussi. Mais pour les reproducteurs, ce ne serait pas possible. Mais pour un hongre de travail... Pour un hongre de travail, c'est totalement accepté, il n'y a pas de problème. On voit maintenant Joey qui passe en haut sur l'esplanade. Alors Joe, c'est un étalon. Il a été agréé il y a 2 ans maintenant. Et donc voilà, c'est un étalon, ça veut dire qu'il est agréé pour reproduire en Mérens. Un magnifique cheval avec beaucoup de crin. Donc la norme du cheval de Mérens, c'est entre 1m45 et 1m55. Donc Joey est parfaitement dans la norme. Et des membres forts avec des chevaux vraiment musclés. Les crins abondants, doux et élégants. C'est un cheval qui a aussi beaucoup d'endurance, qui a le pied très sûr. En montagne, on peut faire des randonnées longues. Évidemment, on ne va pas leur demander de galoper toute la journée. Mais on peut vraiment aller se promener longtemps. Et dans des terrains plutôt accidentés, vu que ces chevaux ont grandi en estive. Donc les estives, c'est à la montagne en liberté. On met les chevaux de Mérens quand ils sont jeunes, en fait, les chevaux d'élevage. Donc les juments, les étalons de temps en temps pour garder les troupeaux. Et donc les poulains, dès leur plus jeune âge, à 1 an, ou même poulains derrière leur mère, ils montent à la montagne. Jusqu'à leurs 3 ans, où ils sont dressés. Et ils commencent à travailler vers 4 ans. Donc leur travail, ça va être soit vraiment, le Mérens, il est très polyvalent. Donc ça peut être des chevaux d'attelage, ils sont très bons à l'attelage. Mais là, on a 3 chevaux qui sont montés. On trouve d'ailleurs, là où ils sont 2, la petite jument de gauche qui s'appelle Tswana. Elle a gagné cette année le championnat d'utilisation en main, donc les Equidés Cup organisés par la SFET. Et à droite, son copain, Falco, a gagné l'épreuve du rallye. Donc il y a 3 épreuves. On a amené aussi, mais pas là dans ce ring, une autre jument qui a gagné l'épreuve de maniabilité montée. C'est les 3 épreuves qu'on réalise en ce moment pour les élevages de chevaux de Mérens. Donc vous voyez la docilité des chevaux, l'harmonie des modèles. C'est des chevaux qui sont plutôt très harmonieux dans le modèle. Donc des robes très, très propres, des fesses bien rebondies. On aime bien les doubles croupes et ça, Joe, il est parfait. Donc je ne sais pas si... ah oui, l'origine du Mérens, c'est les hautes vallées d'Ariège, donc Mérens-les-Vals et tous ses environs. Donc c'est un cheval qui est donc ariégeois. Alors on va les Mérens, donc on a dit qu'ils pouvaient être attelés, qu'ils pouvaient être montés. Ils sont aussi très bons en trek, en équitation de travail, en randonnée bien sûr. Ils font un petit peu de saut d'obstacle. On fait aussi un peu de concours complet, des compétitions de dressage. Ils ont eu plusieurs représentants qualifiés cette année à la mode Beuvron. Donc ils sont vraiment très très polyvalents. La mode Beuvron, c'est les championnats de France d'équitation en concours club. Et ensuite, quoi vous dire, on peut retrouver le Mérens dans plusieurs pays. On les retrouve en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, République tchèque, la Suisse et l'Allemagne. Et il y en a aussi sur l'île de la Réunion. Donc tous les endroits où on peut trouver des Mérens. Si certains enfants veulent venir caresser les chevaux, c'est avec grand plaisir.
toi? Tous les trois là. Alors on va demander aux enfants s'ils ont bien écouté. Ils sont de quelle couleur ces chevaux? Noir. Bravo. En même temps, il n'y avait pas trop besoin d'écouter là, hein. C'était facile. Et ils viennent d'où? Vous vous en rappelez? Vous avez entendu ou pas? Non, ils viennent d'Ariège. Il ou elle s'appelle comment? On va demander à son propriétaire. Alors il s'appelle Joé. T'as une autre question, toi? Non. Non, pas de question. Il est beau, hein? C'est un étalon, du coup. Donc, on rappelle que Joey est un étalon agréé depuis 2 ans. Et il est vraiment super gentil parce que juste à côté, on a une jument et il reste sage au travail avec sa propriétaire. Très calme et docile. Les enfants qui le caressent. Un très bon cheval. Ah, je vois les castillonnés. Allez, on va faire une dernière photo si vous voulez vous mettre tous les 3 sur l'esplanade et on va laisser rentrer leurs cousins les castillonnés. Bien là. Ouais. Alors, présentation. C'est toi qui fais? Non, pas du tout. Je sais pas que c'est. C'est Chloé, ouais. Chloé, elle est au courant. T'as ramené du monde, hein? Ah, tu vois? Non, je sais pas. On peut y aller. Bah ouais, tu vois, j'aurais pas pensé. Et j'ai même pas trop lu mon truc. À un moment, Ouais, j'étais non. un peu paumée, mais ça va. Donc. C'est bien. C'est toi qui parles? Hein? C'est moi le speaker? Bah ouais, t'es le vote, tu pourras parler. Je te garde le sac à dos. Hop. La piste est à vous. Qu'est-ce qu'il Elle rentre avec nous ou pas? On attend un peu? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut présenter pour présenter Il y a un présentateur en fait. Il n'y a pas du tout de présentateur. Allô? Ah, ça marche. Bonjour. Donc, on vient vous présenter Joga d'Equivita. C'est un étalon castillonné. Donc, on a une jument suitée à côté, mais qu'on rentrera après pour ne pas l'énerver. Donc, c'est un jeune étalon. Par rapport au mérins que vous venez de voir, vous voyez qu'au niveau de la robe, c'est un petit peu différent. Il a une robe un peu plus claire qu'on dit pangaré, avec des petits éclaircissements au bout du nez et sous le ventre. C'est ce qui le différencie. On entend vachement en réverbération, on entend vachement son écho. Ouais, ça va? Moi, je m'entends en fait. Donc c'est un cheval de montagne qui est typique d'Ariège. Le berceau de la race, c'est le département de l'Ariège. Ces chevaux-là, ils sont élevés en élevage transhumant, c'est-à-dire qu'ils montent 6 mois de l'année à la montagne. Les juments montent avec les poulains. Et au mois d'octobre, on les redescend. Donc pour notre élevage, on a encore pas mal de juments qui sont à la montagne en ce moment. Lui, il est resté en bas. C'est un cheval qui est destiné à de la reproduction. Il est plutôt assez grand pour un castillonné.
Et il a comme gros point de force ce qu'on appelle ses dessous, c'est-à-dire ses membres. C'est un cheval qui a vraiment de l'épaisseur et de l'os, quoi, hein. Il a vraiment une grosse carrure, ce qui permet sur des juments un petit peu légères, on va dire, de mettre du modèle et de la grandeur, quoi, de la masse. Ces chevaux-là, ils sont ensuite valorisés sur une partie équitation de loisirs, notamment aussi beaucoup de randonnées à cheval. Donc la randonnée à cheval, nous on la pratique dans les montagnes parce que c'est leur milieu naturel. Et c'est des chevaux qui ont plutôt une excellente aptitude en montagne sur des chemins assez techniques, avec beaucoup de dénivelé. C'est des véritables athlètes pendant l'été. Ils peuvent faire 1000-1500 mètres de dénivelé en une journée et entre 20 et 30 km par jour. C'est en termes d'effort physique, c'est une belle performance. D'accord. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, n'hésitez pas, on est disponible. Et on a un micro. Non. Et bien dans ce cas-là, je vais laisser la place à Priscilla qui vient présenter sa poulinière, suitée d'une magnifique pouliche. Attends, hein. Ah, c'est les ânes? Je pense que tu peux continuer à parler. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Vas-y, Fanny. Pas trop. Toi, tu vas tout droit là, ici. Là. Tu te mets dans le petit machin. Bon. Allez. Ça marche? Ouais. Allez, suis. Mais bon, je te referme derrière. Bonjour à tous. Donc, Chloé vous a fait la présentation générale du cheval castillonné. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui Kéria, une poulinière de 4 ans, qui est née chez un grand éleveur qui a beaucoup aidé la race castillonnaise en apportant beaucoup de produits. Donc c'est Léopold Andreu qui nous a malheureusement quittés cette année. Voilà, donc je voulais lui rendre ce petit hommage. Donc Kéria est une fille de Bentaillou de sexe et de Croustette de sexe. Elle est suitée d'une pouliche de 4 mois et demi qui est la fille de Dalton. Donc moi je suis éleveuse en Ariège à Payès, à l'élevage de la Borde. On élève des chevaux castillonnés et des chevaux de Mérès que vous avez vus juste avant nous. Donc vous avez compris que ce sont tous les deux des chevaux ariégeois, aux pieds montagnards et dont on est très fiers. Le castillonné est une race menacée comme le Mérès. En castillonné, on compte une trentaine de naissances par an seulement. Donc, tous les éleveurs travaillent à la conservation de cette race. Et donc, on est là aujourd'hui pour vous la faire connaître et vous la faire apprécier. Allez, Odyssée, on y va. Voilà, donc je vais laisser la place à nos camarades. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez nous rencontrer, on est sur l'autre partie du parc des expositions, là où il y a tous les box des chevaux, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Qui là? Et après les potates. Tu nous fais le micro? Pas d'effort. Ou pas? Ça marche, ça. Juste vers le haut. Ah mais c'est pas le même. C'est pas le même que ce matin. Ah, il faut tourner. Il marche là? Oui. Ça y est. Bien. Approche-toi. Voilà, on est à peu près en place, n'est-ce pas? Michel, on t'attend. Face au public nombreux, merci d'être là. Bonjour à tous. À toutes, évidemment, bien sûr. Alors, je me présente d'abord, Jean-Claude Echêne. Je suis éleveur dans des Pyrénées dans l'Ariège depuis 27 ans, voilà. Et je représente ici l'Association nationale de l'âne des Pyrénées. Alors, quelques mots pour vous présenter notre belle race asine des Pyrénées. Pour vous dire que, allez, un petit peu d'histoire, mais ça va être vite fait, notre race a été reconnue par le ministère de l'Agriculture en 1997. L'âne des Pyrénées dont a été reconnu. Et la mule des Pyrénées, que voici, a été reconnue en 2002 par le même ministère de l'Agriculture, dont je vous donnerai quelques explications tout à l'heure. Alors l'âne des Pyrénées, bon, quelles sont ses caractéristiques? D'abord, il y a deux types. Le type grande taille catalan, de type catalan, dont une ânesse que je tiens en main, là voilà, c'est un type catalan, une ânesse de 3 ans, pardon, de grande taille. C'est le type originel qui nous vient de Catalogne à la deuxième moitié du 19e siècle, qui a traversé bien sûr les Pyrénées et qui s'est répandu dans toute la chaîne des Pyrénées jusqu'au Pays Basque, avec des modèles différents pour son utilisation et par rapport au relief. Je m'étendrai un peu tout à l'heure. Alors, l'âne des Pyrénées, il faut savoir qu'il y a ce type catalan, grande taille, que je tiens en main, l'Aune. Il y a aussi le type gascon, qui sont mes partenaires, mes collègues. Voilà, il y a 2 ânes de type gascon qui ont une fonction a priori différente, de par la taille et de par aussi leur morphologie. Ils ont des fonctions et des applications différentes. Alors l'âne catalan, pour en parler, eh bien, il a une morphologie et une taille de trotteur. Il a été utilisé autrefois en Catalogne et en France aussi pour les travaux des champs, etc., particulièrement en Piémont. Et il a fait tous les travaux agricoles qui lui étaient demandés, bien sûr. Et il a aussi la particularité pour les baudets de grande taille, de produire des mules. Ça a été beaucoup le cas autrefois, et c'est encore le cas aujourd'hui dans une moindre mesure, bien sûr. Pour le type gascon que voici, une belle ânesse et un joli hongre également, eh bien, ils ont une taille inférieure à 1,35 m et une morphologie qui leur permet
ils ont une application plutôt de porteur que de trotteur. L'âne catalan est un trotteur, il a une morphologie et une taille adaptée. Et le gascon, on appelle le gascon la petite taille. Enfin, quand je dis petite taille, ce n'est pas péjoratif, attention. Il a été utilisé et il a été modifié, ce type catalan, dans nos Pyrénées françaises qui avaient un relief plus abrupt qu'en Espagne. Et donc pour l'utilisation, évidemment, pour le portage, il était plus facile de bâter et de porter, de faire porter un âne de petite taille ou de moindre taille par un âne gascon. Elle commence à s'énerver un petit peu, elle n'est pas habituée au bruit, ni au public, ni au micro d'ailleurs. Bon, et alors, il a été utilisé en montagne essentiellement, il a rendu de grands services aux agriculteurs de montagne, aux montagnards, pour porter le lait, le bois, l'eau, le fumier, enfin tout un tas de choses. Et c'est essentiellement les femmes qui les utilisaient. Il est plus facile pour une femme, et là je ne suis pas péjoratif non plus, de bâter, de mettre des charges sur un âne de moindre taille que de grande taille, comme le type catalan que je tiens en main, bien sûr. Ensuite, il a de meilleurs appuis, comme vous pouvez le comprendre. Voilà, alors le catalan, je reviens au catalan, il a une utilisation. Alors, actuellement, le gascon, je reviens là-dessus, il est utilisé pour les randonnées, pour le tourisme en montagne, en particulier pour les randonnées, et pour le comment on dit, le parcours de, en Espagne, là, comment on dit, oh pardon, la route de, le chemin de, hein, aidez-moi, de Compostelle, voilà. Donc certains randonneurs, certains croyants l'utilisent pour porter tout leur barda, etc. Donc, et puis il est utilisé pour les touristes, pour les randonneurs en montagne, pour porter tout ce qu'il y a à porter, etc. Et aussi pour ravitailler les troupeaux, les bergers, évidemment. Ça coûte moins cher qu'un hélicoptère, et puis c'est quand même plus naturel qu'un hélicoptère qui pollue beaucoup plus. Voilà. Donc, et en notre ère moderne, eh bien, le catalan, eh bien, il est utilisé pour, par rapport à ses facultés de trotteur, pour l'attelage, beaucoup pour l'attelage, aussi pour la selle. C'est un très bon trotteur. Et aussi et de plus en plus pour la culture maraîchère, sur de petits espaces, évidemment. Ça n'a pas la rentabilité d'un tracteur, évidemment. Alors que je vous dise, ça me revient à l'esprit, dans les années 50, la motorisation est apparue. Alors évidemment, les Andes des Pyrénées, ou quels qu'ils soient, eh bien, ils étaient voués à disparaître, bien sûr. La rentabilité et la pénibilité n'étaient pas la même. Tout le monde a le droit de s'exprimer, même les animaux, les ânes. Voilà. Et donc, dans les années 50, disais-je, la motorisation a bien failli faire disparaître cette belle race asine des Pyrénées, comme toute autre race ailleurs, d'ailleurs, en France et à l'étranger. Donc, une poignée de passionnés, en 1994, a réuni ce qui restait en France dans des Pyrénées pour essayer de sauver ce patrimoine et le valoriser, le sauver d'abord, l'améliorer ensuite et le prolonger dans une ère nouvelle après les années 2000 pour lui trouver une application, parce que s'il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas d'intérêt pour une race. Donc voilà, nous en sommes là et nous essayons de la valoriser, cette belle race, de l'améliorer. Il y avait quelques secteurs de la morphologie
en sachant aussi que quand on sélectionne aussi le caractère. D'accord? Il faut des caractères, même s'ils sont vifs, hein, mais aimables, pas rétifs, pas dangereux, etc. Je vais vous parler maintenant de la mule des Pyrénées que voici. Tu peux venir, s'il te plaît, avec la mule. C'est difficile de tenir un animal et de commenter. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, voilà cette mule, il s'appelle, rappelle-moi son nom. Idyllique Dose, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Superbe mule des Pyrénées, fille de Bretonne et d'un mulet, et d'un âne, pardon, un âne des Pyrénées de grande taille, type catalan, voilà. Donc voilà cette très très belle mule B. Et alors on dit têtue comme une mule quand elle est dressée. Quelquefois au début ça demande un peu de doigté, de connaissance, mais après ce sont des animaux voilà. Ce sont vraiment des animaux qui nous aident à nouveau à travailler. Et puis voilà. Alors voilà, ça c'est une mule dont ici je disais de gros traits, fille de Bretonne. En sachant que le cahier des charges de la mule des Pyrénées, pour les mules de gros traits, comprend la jumenterie bretonne, la jumenterie percheronne. Pour les mules de très légers, elle comprend la jument mérès, la jument castillonnaise, et pour les mules de sel, comprend donc la jumenterie anglo-arabe, avec des utilisations bien sûr complètement différentes. Donc voilà, sur le podium, j'allais dire, donc cette mule que vous voyez, elle suit c'est peut-être pas son propriétaire, mais vous voyez, elle l'a déjà adopté, et puis voilà. Donc, un détail par rapport aux ânes et aux mules. Comparé aux chevaux, je ne veux pas être injurieux par rapport aux chevaux, mais bon, l'âne, il pousse des 4 pieds. Et ça a été de très longtemps reconnu. C'est pour ça qu'on l'a élevé pour ça. L'âne pousse des 4 pieds contrairement aux chevaux, lequel, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il pousse des postérieurs et il se guide essentiellement avec les antérieurs. Bon, après, les gros chevaux, percherons et autres, les grandes, ils ont une force, évidemment, de par leur masse déjà. D'accord? Et la mule, elle a hérité de cette faculté, de cet avantage. Elle pousse aussi des 4 pieds. Alors, pour le retenir, on peut dire que le cheval, c'est 2 roues motrices, et l'âne et la mule, c'est 4 roues motrices. Voilà. Alors, écoutez, présentez sommairement, je ne sais pas si vous avez, mes collègues, des choses. Alors, dans les applications, j'ai oublié, parce que dans les applications modernes, alors on connaît le lait d'ânesse, vous connaissez, vous avez au moins entendu parler, ou, mesdames en particulier, utiliser les savons d'ânesse, les laits de beauté, etc., tout ce qui peut découler du lait d'ânesse, qui est un bienfaiteur. Et on l'utilise on l'utilise aussi. Une étude avait été faite par l'étude d'ingénieur de Prupan qui prouve que le lait d'ânesse a des vertus médicamenteuses. On n'est pas allé jusqu'au bout. Ça a duré 3 ans, cette étude, ça a coûté beaucoup d'argent. Et il aurait fallu, pour mettre ce produit dans le marché, que ça dure 10 ans au moins, et ça allait coûter une fortune. Alors les vertus de ce lait d'ânesse seraient, ça a été essayé sur des souris et prouvé, que pour la maladie de Crohn, par exemple, vous avez peut-être entendu parler, qui est une hémorragie des intestins, en tout cas une nécrose de l'intestin grêle, et qui, il faut opérer pour enlever bout par bout l'intestin grêle d'une personne qui en est atteinte. Et là, c'est quand même un souci énorme. Et le lait d'ânesse a été prouvé avec des souris, par l'intermédiaire de souris, que ce lait d'ânesse, il ralentit la progression de la maladie de Crohn. En voilà une autre donc application
j'allais dire thérapeutique. Elle n'est pas vraiment reconnue. Il aurait fallu pousser les études plus loin. Mais voilà. Alors, il incite aussi l'équithérapie et certains de mes collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, eh bien, l'équithérapie permet à des personnes handicapées eh bien je veux dire, par le dialogue, l'infraverbal, comme on dit, entre la personne, le patient, j'allais dire, et l'animal, il y a des relations qui sont bienfaitrices pour les handicapés. Et ensuite, pour le handicap alors physique, j'ai un collègue près d'Arbas, c'est pas loin d'ici, et qui, lui, fait de la malade avec une voiture particulière adaptée pour promener des personnes qui ne peuvent plus marcher, qui ont un handicap physique, des personnes handicapées donc. Et je veux dire que cette activité a sa place dans notre société, bien sûr. Alors je ne pense pas actuellement dans mon esprit, je n'ai pas fait de papier, je parle de mémoire. Il y a, je crois, d'autres applications, mais voilà. Je pense avoir dit l'essentiel, un peu sommairement, pardon, mais sur la belle race asine des Pyrénées. Voilà. En vous remerciant de votre attention, messieurs, dames. Merci à vous, c'est gentil. Voilà. Je reconnais des personnes de ma région, là, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, pas dans le domaine des ânes, mais quand même, on était proches et voilà. On soignait des patients à l'époque, vous voyez, d'une autre manière, mais bon, c'était notre boulot. Voilà. Bonjour à vous. Je vais laisser le micro je crois, aux Potiocs qui sont prêts à rentrer. Voilà. C'est à vous. Voilà. Donc maintenant, vous allez rencontrer les plus petits de ces groupes de races. Je vous parle donc du poney Potioc. Donc c'est un poney qui nous vient tout droit du Pays Basque. Donc c'est un poney qui a la même morphologie que les chevaux de Przewalski. Donc c'est des poneys qui sont par leur taille étaient à l'époque utilisés dans les mines. Ils ont travaillé aussi en France du coup dans nos mines locales. Aujourd'hui, on a bien changé leur travail, vu que cette jument donc, que vous voyez là, Fanfan, qui a donc 9 ans, est en train de reprendre le travail. Elle va être valorisée du coup pour faire des concours de saut d'obstacles. Donc c'est des poneys qui sont très polyvalents, qui peuvent donc satisfaire tous les enfants, que ce soit pour de la promenade ou même de l'activité sportive. Donc l'élevage dont est issu Fanfan, c'est l'élevage du mousse. Donc elle est installée dans les Landes à côté d'Aire-sur-Adour. C'est un élevage du coup, elle fait les poneys Potioc donc naissent au berceau, donc ils sont dans les montagnes. Et celle-ci vient passer toute sa saison en prairie et est élevée en prairie par sa propriétaire. Le poney Potioc, c'est des poneys qui restent assez petits, vu qu'au plus haut, ils font 1,45 m, pas plus. Donc, c'est des poneys très polyvalents. Et on les reconnaît, ils ont à peu près tous la même robe. On est sur les classiques, les baies, les alezans ou les pies comme Fanfan que vous avez devant vous. Donc, c'est des poneys, vous pouvez retrouver des concours qui se passent donc au Pays Basque, vous vous doutez. Vous avez les concours des étalons qui sont en Biarritz au mois de mars. Et vous pouvez retrouver donc toutes les juments et les poulains, pouliches suitées, à Bayonne au mois d'août. Donc quand je vous disais que c'était un poney polyvalent,
Fanfan connaît quelques petits tours dont elle vous fait la démo. Donc vous le voyez du haut de ses 9 ans, c'est pas son premier concours, mais pour autant, elle aime toujours ça. Et on va vous laisser du coup avec les plus gros des animaux, avec les chevaux de trait. Et pardon, on vous laisse la place, je vous laisse même le micro. Oui, la demoiselle. Ah, je vous laisse même le micro. Merci. Il est en marche, il faut parler direct, il est activé. Ah bon? C'est la bretonne la plus petite. La plus petite, c'est la comtoise. Normalement, en race. Donc ici, vous trouvez une jument comtoise qui a 2 ans. C'est une race de chevaux de trait qui est très développée, à peu près 4117 naissances en 2011. Elle provient de la Franche-Comté, on en trouve aussi dans le Massif central, les Pyrénées et les Alpes. Elle mesure entre 1,50 m et 1,65 m. On la reconnaît grâce à sa crinière blonde. Au niveau de la couleur de la robe, donc là vous avez une baie qui défile. Il existe aussi des silvers. Elle est utilisée beaucoup dans la boucherie aujourd'hui. Voilà, donc, mais c'est une race que l'on trouve beaucoup en montagne qui part en estive, principalement destinée à la boucherie. Ensuite vient une bretonne. Alors, donc la bretonne, elle est très développée aussi. Par exemple, en 2011, on avait 3497 naissances. Elle provient de la Bretagne historique, du Massif central et des Pyrénées. C'est un cheval de trait qui est compact et rustique et qui est près de la terre, qui est assez petite, 1,58 m en moyenne, et avec une robe à leçon. Ici, vous avez une pouliche d'1 an avec une couleur assez atypique qui s'appelle Rouen. Il existe chez les Bretons deux utilisations. Vous avez le cheval de trait classique comme elle, qui est utilisé surtout en boucherie, et le cheval de trait postier, qui est destiné à l'attelage, qui est plus léger et plus rare. Ensuite, donc, le percheron. Le percheron, donc, qui est un cheval de trait, qui est la plus connue des races françaises. Selon la légende, il provient d'étalons arabes amenés dans le comté du Perche. Il a été créé en 1883. Il peut mesurer entre 1,60 m et 1,85 m et peser entre 500 et 1400 kg. Au niveau des robes, on les trouve noires, comme celles que vous avez devant vous, grises, blanches. Le percheron est élevé pour sa capacité à se déplacer rapidement à l'attelage. Il avait été employé beaucoup dans les postes et la compagnie des omnibus. Et ensuite, il a été réorienté avec l'arrivée du chemin de fer. Il a été exporté partout dans le monde et il devient l'une des races de chevaux de trait les plus répandues, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et il traque des charges de plus en plus lourdes, au pas, au trot, en travail agricole et en labour. C'est un cheval très docile, mais aussi très élégant.
Merci aux éleveurs.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
De la Rune jusqu'au Canigou, toutes tes légendes pleurent bon partout. Dévalant les estives et les monts, les sources fredonnent nos chansons. Pyrénées belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle. Tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on danse sur nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. La Garonne née dans l'Aneto, jaillissant en larmes au trou du taureau, retrouvons la Neste près de Morégeau. Ces méandres filent vers Bordeaux. Pyrénées belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle. Tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en met sur nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. Pyrénéenne, nanana, là-bas, le pic du midi, tantôt blanc, tantôt gris, étoilé la nuit. Cagir, chaise du paradis, notre guide, notre ami, veille sur nos vies, c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Ben, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein? Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. Sud de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est toute notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
tes légendes pleurent vont partout, dévalant les estives et les monts, les sources fredonnent nos chansons. Pyrénées belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle, tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en est sur nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. La Garonne née dans l'Aneto, jaillissant en larmes au trou du taureau, retrouvons la Neste près de Morégeau, ces méandres filent vers Bordeaux. Pyrénées belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle, tes couleurs l'été te rendent belle, la ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en met sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Pyrénéenne, nanana, là-bas, le pic du midi, tantôt blanc, tantôt gris, étoilé la nuit, qu'agir, chaise du paradis, notre guide, notre ami, veille sur nos vies, c'est notre hommage, avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, nanana, et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on dormit sur nos pieds comme une reine, attendant le retour de l'être aimé. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
Cause I walk what I talk and I do what I say. I should stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato? Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein? Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
là. Merci. Y a-t-il d'autres animaux que des bovins? Oui, vous avez des ovins. Oui, il y a que ceux-là. Ah, je les cherchais. Ils sont là. Ils vous attendaient. Merci. Je suis patient. Et après, tout ce qui va être volaille, c'est par très grand ciel. De l'autre côté. Pour les. Voilà. On a fait quelque chose. Mais tout à l'heure, je suis passé, j'ai vu que les bovins. Oui, mais non, les oiseaux sont là. Super, merci. Bon, on est bien à l'ombre. Alors, on vous invite bien sûr à rester avec nous. Oui, installez-vous. Si vous y êtes donc installés, merci d'être présent. Merci peut-être d'être avec nous pour assister, entre autres, à cette présentation concernant le label rouge Sélection des bergers. 30 ans déjà. Et oui, donc 30 ans pour ce label rouge. On va découvrir toute la filière ensemble dans quelques instants, bien évidemment, avec les acteurs donc de cette filière. Vous verrez, vous serez donc avec une filière accompagnée, bien évidemment, donc qui a déjà cette belle expérience. Merci d'être présent. On démarre dans quelques instants.
Allez, on va démarrer. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents avec nous. Juste, regardez, en aparté, vous avez juste dans l'angle comme ça. Du côté du ring et de la tribune, vous avez donc notre mascotte. Ah bah qui va venir. Voilà, on a qui va agrémenter ce troupeau. Vous voyez, un nouveau membre, donc une nouvelle bête qui nous rejoint. C'est la mascotte donc de ce label rouge. Entre autres sélections des bergers. Déjà 30 ans, bah oui, déjà 30 ans donc au niveau de cette filière donc structurée et engagé. Voilà, on a donc nos partenaires et entre autres acteurs de la filière qui sont présents. William, voilà, un nouveau mouton finalement. Regardez ça, un petit agneau qui est avec nous. On prend la photo, ça c'est parfait. Mesdames, Messieurs, en tout cas, merci d'être présents. 30 ans déjà. Ah oui, on va fêter ensemble donc cet anniversaire avec ce label rouge Sélection des bergers. Et puis, donc, on va, juste avant peut-être, dans quelques instants, découvrir ce film de la filière, hein, d'ailleurs, avant que nos acteurs, entre autres de cette même filière, partenaires, donc, puissent intervenir. Alors, le film, donc, dans quelques instants, juste avant, c'est organisé par la COPIS, donc la commission ovine des Pyrénées donc, centrale. Nous avons alors les excuses entre autres de son président Jean-François Lézery qui aurait souhaité être présent, mais nous aurons bien sûr, sachez-le, la présence d'autres membres d'administration, partenaires et on le disait, acteurs de cette belle filière. Allez, c'est parti, regardons justement ces élevages en images. Voilà, vous avez vu quelques chiffres donc, qui parlent d'eux-mêmes. Est-ce que vous interrogez sur les chiffres? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez pu rapidement voir tout ça. On est accompagné, donc on le disait, de partenaires. On va commencer, sachez-le, par différentes questions parce que c'est intéressant de découvrir le fonctionnement. On va voir ça ensemble. Fonctionnement donc de la filière de l'agneau label rouge. William Pauvert qui est avec nous. Alors William, justement, on parlait de conseil d'administration. Vous en faites partie donc de ce conseil. C'est bon ou pas? Je passe. Oui. Non, alors non, ça va. Je vous passe mon micro. Tiens. Alors dites-moi, justement, on va parler un petit peu donc, du fonctionnement de cette filière. Alors, comment fonctionne ce label rouge sélection justement des bergers? Alors, d'abord, merci. Bon, merci à ceux qui écoutent bien sûr nos travaux. J'ai plaisir à rappeler chaque fois que pour bien cerner notre travail, en France, il se mange 10 millions d'agneaux. Les consommateurs français mangent 10 millions d'agneaux. Les producteurs français en produisent 4,5 millions. Donc, il est essentiel de comprendre que les agneaux étrangers venant de grands pays producteurs comme la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, l'Irlande et l'Angleterre, viennent dans nos rayons pour justement satisfaire vos besoins. Alors, il y a 30 ans, puisqu'aujourd'hui on fête les 30 ans du label rouge, il fallait à tout prix que les professionnels qui m'encadrent parviennent à démarquer les agneaux locaux de nos éleveurs pour être donc en phase avec le prix des agneaux étrangers. Et l'essentiel, c'était de garantir aux consommateurs que nos agneaux locaux présentaient des garanties de traçabilité, de qualité, un suivi des cahiers des charges.
On a été épaulé pendant 30 ans, et après je laisserai la parole aux professionnels qui présenteront bien sûr les travaux mieux que moi. Pendant 30 ans, on a été épaulé par un organisme qui s'appelle la COPIC. Aujourd'hui, la COPIC donc, est gérée par Fabienne Gillot. Elle était essentielle pendant ces 30 ans dans le suivi de la traçabilité du produit, dans la promotion et l'animation de ces agneaux auprès de nos clients. Ça, c'était essentiel. Rapidement, il y a 30 ans, le label s'appelait Garonne-Pyrénées. C'était une coopérative qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Coopératine Ovine Garonne-Pyrénées. Aujourd'hui, Artériis, le président de la section ovine Artériis à côté de moi, je vais lui passer le micro d'ici peu, gère donc à travers la section ovine Artériis le label LA 0707 sélection des bergers, dont on va parler donc. Voilà, je vais laisser... Alors, juste avant de passer la parole, parce que c'est intéressant qu'on soit sur le sujet, comment on obtient justement ce label rouge? Alors, ce label rouge, question intéressante et importante. D'abord, il faut convaincre les éleveurs qui ne sont pas engagés dans des cahiers des charges, dans des démarches qualité comme le label rouge, de leur expliquer l'intérêt de rentrer en label. Ensuite, il faut qu'ils fassent un produit qui corresponde à un cahier des charges. L'essentiel du cahier des charges, c'est une traçabilité parfaite entre l'agneau et la maman. Des dates, un âge à l'abattage inférieur obligatoirement à 150 jours. Que dire d'autre? Et ensuite, bien sûr, un agneau de qualité. C'est surtout un agneau sous la mer, ce qui veut dire qu'il est issu d'une brebis qui a été bien nourrie. Aujourd'hui, les éleveurs qui font ce label, ce sont des experts dans la maîtrise de l'alimentation des mers. Voilà l'essentiel, donc, en fait. Alors, on parle de traçabilité. Comment c'est contrôlé tout ça? C'est contrôlé, donc, en lien avec la COPIC, Commission ovine des Pyrénées centrales. Fabienne, donc, est là avec nous, puisqu'elle gère donc la COPIC. Et elle sert de trait d'union entre des agents de contrôle, donc, objectifs, transparents, et ensuite, les groupements qui encadrent les éleveurs, donc, il y a un contrôle régulier tous les ans donc, pour savoir si le cahier des charges est bien respecté. Alors c'est quoi l'avantage en fait pour déjà les éleveurs mais également nous qui sommes consommateurs? Il y a un avantage de ce label rouge? Souvent dans les salons, on fait un test de dégustation de l'agneau. La cible que l'on préfère, ce sont les petits gamins, petits garçons et petites filles. On leur fait goûter l'agneau. Un enfant ne mange jamais. On leur fait goûter l'agneau et dans 90% des cas, on leur demande: est-ce que l'agneau, tu l'as trouvé trop fort? La réponse est souvent donc non. Alors ça vient de l'âge de l'agneau. Les producteurs qui nous encadrent, qui nous entourent, font un agneau justement qui arrive sur le marché. Vous voyez ici 5 labels de monsieur et madame Cazot de Sainte-Gabelle. Ce sont des labels, donc le top. Pourquoi le top? Parce qu'ils arrivent sur le marché maintenant. Il n'y en a pas d'agneau. Ce sont des agneaux conformés. Ça veut dire qu'ils font le choix de choisir une bonne mère de telle race avec un bon bélier viande qui améliore les formes. C'est ce que demande le marché. Et ensuite, c'est des agneaux qui ont été nourris par une maman qui a fait du lait. C'est des agneaux de 100 jours d'âge. Voilà, pour répondre à votre question, la qualité d'un agneau. Et ça, pour vous, c'est un bon agneau, label rouge, sélection des bergers. Voilà. Aujourd'hui, Artériis a besoin de renouveler les générations, de lancer des jeunes. On va leur demander à ces jeunes de faire ça, avec ces 3 critères. Arriver à l'automne, des agneaux conformés et des agneaux hyper bien nourris qui arrivent en 100 jours d'âge. Ah, William, on dit à l'oreillette qu'il n'y en a pas 5, il y en a 6 en fait. Hein. Il y a 5 agneaux là. Oui, pardon. Ah, bah oui, voilà, il y a le 6e juste là. Il faut l'oublier. Alors il faudrait que je le tâte pour voir s'il est bon. Est-ce qu'il est bien conformé? Il manque 15 jours encore. 15 jours. D'accord, ok, ça marche. Bon, on va donc parler maintenant des acteurs, hein, de clés de la filière, hein, tout de même, et on a la chance d'avoir également donc Didier Canalis qui est avec nous. Vous êtes président de la coopérative Artériis. Ancien joueur de rugby hein, également, voilà. Hein, donc on travaille en équipe, j'imagine. On peut faire le lien entre le rugby, entre justement cette coopérative, ce travail quotidien. Alors, parlons un petit peu de la coopérative. C'est quoi votre rôle dans la filière? Donc, la coopérative, en fait, notre travail, c'est de collecter les agneaux dans tout le territoire et de les mettre en marché. Alors, cette mise en marché, elle ne se fait pas tout seul. Hein. On travaille avec les acteurs locaux qui nous permettent de bien valoriser les agneaux sous signe officiel de qualité. Donc aujourd'hui, c'est un moment particulier. Les labels, ça a permis aux éleveurs d'aller chercher de la plus-value auprès des acteurs locaux pour valoriser les filières de proximité
et dire, eh bien, écoutez, cet agneau, il a été élevé par nous, avec un cahier des charges, une qualité et, on va dire, un savoir-faire traditionnel qui existait depuis longtemps. Donc ça nous a permis de bien le valoriser. Et ce label, il existe depuis 30 ans. C'est l'agneau sélection des bergers, voilà, qui nous permet d'être reconnu au niveau des consommateurs dans le local. Alors les acteurs clés, donc on a les éleveurs, mais pas que. Non, il n'y a pas que les éleveurs. Il y a tout un maillon. On va dire qu'à la base, il y a les éleveurs. À la coopérative, il y a un ensemble de techniciens qui suivent par zone tous les éleveurs, qui sont un lien direct entre leur production et leur commercialisation. Et pas que, il y a un suivi technique. Je veux dire, les techniciens, c'est des acteurs clés sur le territoire. Et ensuite, il y a la mise en marché, elle se fait avec des opérateurs locaux, les établissements Joucla, les établissements Mathieu, ici dans le secteur, qui permettent de valoriser avec l'abattoir local de Saint-Gaudens des agneaux qui sont produits sur les départements du Piémont pyrénéen. Donc on va dire un rôle crucial des coopératives. Ben oui, c'est un lien direct entre le consommateur et les producteurs. Voilà. D'ailleurs, vous qui allez peut-être déguster, sachez qu'on aura donc cette dégustation tout à l'heure. Hein. On va passer donc de l'éleveur quelque part, en passant par tous les acteurs, mais aussi à la dégustation. On passera donc de la fourche à la fourchette dans quelques instants suite à cette présentation. Oui, donc on parlait de ça. Alors l'apport des distributeurs également dans la promotion et la diffusion de l'agneau, label rouge, sur les marchés locaux et nationaux. Ce serait quoi cette place? C'est important? Ben oui. Sans ces opérateurs, on ne pourrait pas construire les filières, aller aider les producteurs à leur fournir des bons prix et continuer à faire de la qualité. Donc c'est primordial, ces acteurs-là. Allez, donc le poids économique, puisqu'on parle de local, ça c'est important. Là aussi, on a un enjeu, hein, donc le poids économique et social de la filière. Et pour nous en parler, Jean-Pierre Forgue, merci d'être présent. Donc entre autres, alors vous êtes membre du conseil, c'est ça, d'administration? Oui, de la COPIC. De la COPIC, voilà. Donc, alors dites-moi, tiens, donc ce poids économique, il est important? Alors, comme l'a expliqué William tout à l'heure, l'agneau label rouge, comme ces 5 excellents sujets qu'on aperçoit ici, c'est d'abord une viande plutôt, on va dire, légère, pas forte en goût, tendre en bouche, et c'est ce qui nous permet de nous distinguer par rapport à la concurrence sur le marché. Alors, au niveau Occitanie, c'est un poids économique considérable. Ça fait vivre plus de 1100 producteurs et leurs familles, on est d'accord. Ça concerne aussi 10 organisations de producteurs, des coopératives essentiellement, plus de 1000 points de vente et en tout 160 000 agneaux commercialisés. Au niveau local, ce label rouge, il est décliné en sélection des bergers qui fête ses 30 ans. Alors c'est la version locale de notre label rouge qui, elle, comprend 200 éleveurs, voilà. Une coopérative, Artéris, il a dit, une organisation non commerciale qui fait des petits volumes que je cite pour mémoire. Ça concerne 60 points de vente, alors essentiellement des boucheries traditionnelles de la région toulousaine. Donc on est vraiment sur un produit local, mais également consommé localement. Et ça a fait environ 8000 agneaux vendus et consommés par an ici, au niveau de Saint-Gaudens, Toulouse et les alentours. Est-ce qu'on peut dire que ça maintient les populations en zone rurale? Ah ben oui, disons que s'il n'y avait pas cette structuration, si les éleveurs étaient confrontés à la concurrence impitoyable au niveau mondial, eh bien, il n'existerait plus et tout le tissu économique serait écroulé à cette heure-ci. Voilà. Alors de quelle manière justement ça maintient ce tissu économique, ce tissu rural? Alors le label rouge apporte aux producteurs, si vous voulez, un débouché commercial sûr et fiable. La preuve, regardez, 30 ans de bons et loyaux services pour la sélection des bergers. Voilà. Voilà, une belle expérience en tout cas, effectivement, ce qui nous amène donc à une filière structurée,
engagés. Alors, on a vu le poids économique, j'aimerais voir un petit peu, et ça c'est important aujourd'hui, vous le savez, hein, donc ce sont les enjeux environnementaux et la durabilité de la filière. Alors, merci de venir nous rejoindre. Aurélien Founeau est avec nous. Aurélien, vous êtes membre du conseil départemental au Garonne, d'accord, spécialisé au vin. Tout à fait. Donc, j'ai même le titre, c'est technicien agroécologique, c'est ça au vin? Voilà, le terme précis, c'est conseiller agro-environnemental, donc au service de la direction de l'agriculture au conseil départemental de Lot-et-Garonne. Donc la particularité du département, c'est d'avoir ce service-là au sein du conseil, de l'ex-conseil général, donc du conseil départemental. Notre politique, elle est très axée sur les enjeux environnementaux, sur l'agro-environnement. Et donc ce poste a été créé déjà depuis une vingtaine d'années. Donc c'est-à-dire que c'est un élément, voilà, c'est le poste que j'occupe, c'est en fait faire un peu le lien entre tous les opérateurs de la filière et également donc valoriser la production vine dans sa globalité sur la vocation à entretenir les territoires, entretenir le paysage, valoriser les estives, valoriser les parcours. Et aussi donc soutenir les démarches de qualité tout en, voilà, on va l'exposer un petit peu plus tard, en utilisant des systèmes qui se combinent et qui se complètent, voilà, tout à fait, voilà. Est-ce qu'on peut avoir des exemples avec des races différentes, ouais. Voilà, oui, adaptés au territoire, j'imagine aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des exemples comment finalement la filière donc de l'agneau label rouge sélection des bergers donc s'inscrit-elle dans une démarche donc de préservation de l'environnement et de durabilité au final? Et de durabilité, oui. Une exploitation elle va être durable et viable quand l'éleveur va bien vivre de son métier. Donc pour ça, c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur des signes qui vont valoriser le produit jusqu'à l'abatteur, jusqu'au boucher, sur des filières, on appelle ça des filières longues. L'éleveur va engraisser l'animal et derrière il y a tous les enjeux environnementaux, tout ce qui concerne voilà, le pâturage, les races locales, puisque ici une des races dominantes c'est la race tarasconnaise. Il y en a beaucoup qui sont ici en présentation et on a aussi la particularité d'avoir développé ici une race qui maintenant s'appelle la race romane et je laisserai la parole tout à l'heure à Christophe qui en parlera. Donc on arrive à une complémentarité justement pour aller vers une production d'agneaux régulière toute l'année. Ça a été évoqué tout à l'heure par Didier. Voilà, donc l'élevage, de quelle manière? Est-ce qu'on a une préservation du paysage aussi, justement, par rapport à ces élevages qui sont adaptés au territoire? Oui, tout à fait, l'élevage dans sa globalité, on ne va pas forcément parler que de l'élevage au vin, parce que bon, l'élevage en général, les ruminants sont faits pour valoriser de la cellulose, donc ils vont pâturer, ils vont entretenir des milieux ouverts et ils vont aussi, voilà, il ne faut pas se baser non plus que sur des prairies naturelles. On a aussi des éleveurs qui utilisent des prairies composées, qui sèment des prairies, qui sont de plus en plus performants aussi et là on les accompagne d'ailleurs dans cette thématique-là, d'être performants sur la qualité de la prairie, c'est la qualité du foin et de la pâture de nos animaux. Et derrière, c'est aussi la qualité du produit final. Ouais, c'est ça, voilà. Ça va s'en ressortir, j'imagine, au niveau du goût de la viande. Hein, on est là-dessus. Oui, c'est ça. Comment la filière label rouge, on va dire, relève le défi finalement de ce changement entre guillemets climatique? Est-ce qu'on a justement des mises en place? Est-ce qu'on a des projections pour la suite? Est-ce qu'il y a des changements à venir? Je peux me permettre d'en parler. Bon, on sait que les ruminants, ils ont cette faculté, notamment le fait de pâturer des prairies qui sont souvent bordées de bois. Donc tout ça, c'est des pièges à carbone. Et aujourd'hui, l'élevage au vin, c'est un des élevages qui est les plus pâturants de tous les ruminants, puisqu'on sait aussi qu'on a beaucoup de troupeaux qui vont valoriser les sommets jusqu'à environ 3000 mètres d'altitude. Les plus hauts sommets des Pyrénées sont pâturés par des ovins. Ça, c'est indéniable. Donc ça veut dire qu'on a une empreinte carbone et du coup écologique qui est sûrement moindre que d'autres productions. Avec des puits de carbone, j'imagine, avec toutes ces prairies qui sont présentes, en tout cas toutes ces pâtures qui vont capturer le carbone. Donc on est vraiment là-dessus très raisonnable donc, et raisonné.
En tout cas, donc, merci à vous d'être présents. Je rappelle que si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Ce sont les 30 ans déjà 30 ans de ce label rouge sélection des bergers. Nous sommes avec les acteurs clés de la filière qui nous accompagnent. Et j'aimerais justement qu'on parle un petit peu des enjeux de territoire et ce rayonnement régional, avec entre autres peut-être l'avenir aussi, l'avenir de la filière. Et les générations futures. Bah oui, parce que là aussi, il faut y penser. On a des jeunes qui sont venus nous voir, des lycéens, des collégiens, et puis en dessous aussi, on a eu des plus jeunes donc, qui étaient présents. Et on a le directeur du lycée agricole donc, de Sagonas qui est avec nous, normalement. On a donc, entre autres, Éric Deboeuf qui serait présent. Non, il n'est pas là. Éric Deboeuf a été prévu. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, bon, en tout cas. Il est dans le coin, bon. Est-ce qu'on pourrait évoquer ensemble justement, oui, voilà donc, voilà, oui, tiens Didier peut-être ou on peut en parler un petit peu. On peut en oui, parler de alors les générations futures par rapport justement à cette filière et par rapport peut-être à ce label rouge Alors, qui a déjà 30 ans. Là, je pense qu'on est tous raccros sur le sujet. On est tous accompagnés des projets, des candidatures à l'installation. Je pense notamment aux épreuves des Olympiades. Qui sont réalisées tous les ans avec des sélections départementales, régionales et ensuite nationales, où on valorisera le meilleur berger de France au Salon de l'Agriculture à Paris. Ça, ce sont en fait des choses qui ont été mises en place depuis quelques dizaines d'années, en fait en allant dans les lycées agricoles, en proposant des TP, des manipulations, pour vraiment en fait montrer aux jeunes générations que une brebis c'est facile à manipuler, que ça demande certes de la contention, mais qu'il faut il y a une formation à avoir, mais c'est au-delà d'un petit animal, c'est surtout derrière une filière qui va être bien rémunératrice. Et ça, on appuie beaucoup là-dessus aussi. Voilà, le prix de l'agneau aujourd'hui, il est vraiment très intéressant. Valorisé, On valorise très bien nos productions, qui plus est en filière démarche qualité, en label rouge ou même en IGP. Et là, donc, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments dans nos mains pour favoriser les installations de demain. Alors, on va parler des enjeux. Alors, c'est rassurant pour les générations futures, ça c'est parfait, hein, donc évidemment. Alors, peut-être, oui, Didier, vous voulez évoquer un petit peu le sujet aussi. Je voulais rajouter. Sujet important, hein. Oui, rajouter un mot. Alors, c'est très important, le renouvellement des générations. On y travaille de près, en collaboration avec tous les organismes qui sont autour de l'élevage ovin. Nous, au niveau de la coopérative, on y pense aussi. On met en place des fonds de développement pour aider des jeunes à s'installer. Pour renouveler leur cheptel, pour avoir des projets de développement, changer de direction quand une production ne nous plaît pas. L'élevage ovin, c'est un élevage très vertueux au niveau de la nature. Et ensuite, il demande peu d'investissement, ce qui permet de trouver une solution quand d'autres productions ne le permettent pas. Voilà. Donc on met tout en place au niveau de la coopérative pour aider des gens à se mettre en place ou les aider à mettre en place cette production chez eux. On en parlait ce matin justement en table ronde, hein, c'est ça en fait, oui. avec entre autres un représentant de la région qui nous disait qu'il y avait cette aide, hein, donc entre autres finalement ces aides à l'installation qui permettaient donc de faciliter. Oui, hein, oui. donc en fait, ce qu'on met en avant, c'est que grâce à cette production, si on maîtrise bien, on peut arriver à avoir une bonne rémunération ou au moins vivre du métier. Et travailler dans un cadre en plein air où on sait que en fait, c'est quand même très agréable d'évoluer dans ces cadres-là. Vous dites ça avec passion, hein, ça c'est formidable. J'entends, est-ce qu'on peut dire la liberté un petit peu dans son travail? Oui, effectivement, hein, quand on est éleveur, on a le planning, on se fait nous-mêmes, on a cette liberté, oui. Après, on travaille de façon traditionnelle, on ne fait que répéter ce qu'ont fait nos ancêtres. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'en vivre et de satisfaire le consommateur à travers des productions de qualité. La qualité, j'entends, et c'est ça qu'on recherche justement avec ce label, donc label rouge, je le rappelle, la sélection des bergers. Oui, William. Oui, je rajouterai derrière mon président, derrière Didier, un élément important. Arteris a mis en place ce qu'on appelle un prix minimum garanti. Qu'est-ce que c'est ce prix minimum garanti? Eh bien, quand un jeune éleveur veut s'installer, quand un éleveur confirmé veut agrandir, souvent il faut qu'il aille voir son banquier, et son banquier lui demande souvent, oui, mais quelle garantie vous avez sur le prix du marché? Et on a fait l'effort, chez Arteris, de dire un an à l'avance, donc à nos futurs éleveurs,
eh bien, le prix du marché sera ce qu'il sera. Sur des fonds propres de l'entreprise, on va tenir ce prix. Ça permettra peut-être de rassurer votre banquier. Et depuis à peu près 5-6 ans qu'on a lancé ce processus, eh bien, je crois que ça encourage peut-être les jeunes à partir de cette production. Donc, voilà, donc on donne des garanties, on donne du crédit, ça c'est parfait pour une meilleure installation. Alors justement, on va parler des enjeux du territoire, le rayonnement régional. Donc effectivement, qui va me parler justement de peut-être cet élément voilà, merci Jean-Pierre. Donc voilà, entre autres, en quoi la filière donc, de l'agneau Label Rouge contribue-t-elle à l'identité, au rayonnement de la région Occitanie Alors tout simplement parce que la région Occitanie est la première de France en production et en commercialisation d'agneaux Label Rouge. Alors, juste devant la région PACA, mais on est quand même les premiers. Donc, derrière, vous l'avez compris, il y a une très forte structuration, des garanties pour les consommateurs et aussi pour les producteurs. À savoir, donc un prix minimum garanti pour Arteris, mais aussi un débouché sûr et fiable. Donc tout ça fait que, finalement, au niveau national, la région Occitanie rayonne. Est-ce qu'on travaille en coopération avec d'autres régions à l'échelle régionale, nationale? Alors oui, il y a beaucoup de labels rouges en France. Chacun a sa spécificité. Mais disons qu'en termes, alors je vais être chauvin, mais de gustativité, de tendresse, d'acceptation de l'agneau par des petits-enfants de 4 ans qui ne peuvent pas mentir, comme l'a dit William, eh bien franchement, je pense qu'on bat tous les autres. Voilà. Alors avec ces valorisations aujourd'hui, en tout cas on a vu Changeons l'agneau, j'adore l'agneau.fr, avec beaucoup de recettes, des petites recettes sympas, vous verrez, des burgers d'agneau et autres. De quoi donc se faire plaisir quittons un petit peu le gigot pièce entière, peut-être familiale, avec des portions, ce qui nous permet aujourd'hui de le manger, on va dire, plus régulièrement, cet agneau donc de qualité. On est là-dessus. On va passer à cette conclusion parce que, évidemment, on a fait un petit peu le tour et puis nos amis ont peut-être envie de déguster. Je crois qu'on a une dégustation de prévue, me semble-t-il. C'est ce qu'on m'a dit. On avait dégustation à venir pour conclure. Alors, si on devait envisager, dites-moi, la filière Label Rouge dans 30 ans, comment on peut la voir, en fait, cette filière? Comment on pourrait l'envisager? Qui pourrait répondre à ça? Alors, comment vous la voyez? Vous la projetez de quelle manière? Dans 30 ans, la filière, le Label Rouge, sélection des bergers? Toujours présent sur le territoire, en ce qui me concerne, avec des jeunes éleveurs motivés, bien rémunérés. Voilà. Voilà, vous voyez, donc je crois que la phrase, elle a eu vraiment son impact. C'est un concentré de. Vous voyez, je pense que tout est dit en cette juste phrase. Donc, on valorise évidemment, et ce Label Rouge est toujours présent. Donc, en tout cas, et toute la filière toujours présente avec ce même, on va dire, travail de qualité traditionnel donc qui est présent. Mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse bien sûr tous les acteurs. Vous-même peut-être qui êtes acteur de la filière. Bravo. Merci à la Copic, merci également donc à tous les acteurs, je le disais, donc entre autres à toute cette filière, à ces acteurs clés, 30 ans déjà, donc, et ça ne fait que démarrer presque, puisqu'on va suivre bien sûr ce Label Rouge qui existe depuis évidemment toutes ces années, qui est présent. On vous propose alors, m'a-t-on dit, une dégustation, je ne sais pas où on en est de cette dégustation, on va essayer d'accélérer un petit peu les choses, voir un petit peu où... Oui, il faut qu'on amène l'agneau. Alors peut-être pas quand même. Donc on va organiser tout ça. En tout cas, merci d'avoir assisté. En tout cas, à cet anniversaire. On va organiser cette dégustation pour fêter évidemment cet événement. Merci à vous. Et puis on vous souhaite bien sûr une excellente édition des Pyrénéennes. C'est là ?
Mon meilleur souvenir des Olympiades, c'est quand j'ai remporté la finale régionale d'Occitanie et que j'ai compris que j'étais qualifiée pour la finale nationale à Paris au Salon de l'Agriculture. Et là, je me suis dit « Waouh !» Je m'appelle Maëlys, j'ai 20 ans, je suis du Lot et je suis meilleure jeune bergère de France des Olympiades 2020. J'ai fait un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, puis un BTS production animale dans le même établissement à La Roque à Rodez. Mon père a déjà été juge aux Olympiades et ma sœur a participé aux Olympiades, donc je connaissais déjà et j'avais envie moi aussi d'essayer, quoi. J'ai fait 4 années de suite les Olympiades départementales où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades régionales et c'est la dernière année où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades nationales. L'épreuve que j'aime le plus, c'est le tri des brebis. Il faut allier à la fois la technique et la rapidité. C'est des gestes qu'on fait en fait tous les jours sur l'exploitation. La petite anecdote qui m'a un peu stressée lors de la finale nationale, je voulais surtout pas, disons, commencer par l'épreuve du parage. C'était un peu l'épreuve que je redoutais le plus. Et j'ai commencé par l'épreuve du parage. Et à cela s'est rajouté qu'un journaliste est arrivé et m'a demandé s'il pouvait filmer, donc j'ai pas osé dire non, donc c'est vrai que les deux cumulés c'était un peu stressant, mais bon. Je pense que les jeunes dans les établissements agricoles qui participent à ce concours et qui connaissent pas forcément l'élevage ovin, par ce concours on peut en apprendre autant en technique qu'en connaissance et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'y participer. On en apprend toujours. On en apprend toujours, ouais. À la base, j'étais passionnée d'équitation, sauf que dans les chevaux, pour en vivre et même trouver du travail, c'est un peu compliqué. Je suis au service de remplacement depuis 15 ans. J'ai fait un parcours agricole en vue d'une future installation. Le projet n'a pas pu se faire, donc je suis resté au service de remplacement. Quand j'avais 14 ans, je cherchais absolument un stage en production ovine. J'avais déjà fait des stages dans notre exploitation et de par le bouche à oreille, j'ai trouvé l'exploitation du GAEC de Jean-Pierre et Damien. Je me sentais pas à l'aise dans le travail en ville et tout. Moi, je sors d'un BTS production animale, donc j'ai une expérience globale de l'agriculture et je ne m'étais pas spécialisée forcément dans le milieu ovin. J'étais en bac pro CGEA à Saint-Afrique. Ensuite, j'ai fait mon BTS Axe à la Vinadi, à Figeac. Ensuite, j'ai fait un certificat de spécialisation en élevage ovin-viande à la Capelle-Marival, en apprentissage, où j'étais du coup ici. Et du coup, après, j'ai été embauchée en CDI. J'ai cherché beaucoup sur Pôle emploi et en fait c'est par un réseau social que j'ai trouvé l'annonce. Et j'ai directement appelé donc Marina et après ça s'est fait tout seul, j'ai eu un entretien et voilà, c'était parti pour 3 mois. Quand j'étais à la Vinadi, il y avait un salarié agricole qui était tondeur de brebis et il venait tondre ici et c'est lui qui m'a aiguillée, qui m'a dit va chez Marc, c'est bien. Du coup j'ai dit bon on va y aller. Je suis arrivée au CS, je connaissais rien aux brebis. Donc du coup c'est Marc qui m'a tout appris. Alors ça peut être du complément de main-d'œuvre comme ici, ou alors ça peut être aussi s'il y a un accident de travail, maladie. Ça peut être aussi pour un remplacement congé. Là, on peut avoir la responsabilité carrément de l'exploitation. Sur une journée, je fais à peu près 8 heures. C'est très redonné l'alimentation. Sur la semaine,
je fais à peu près 35 heures. Selon les périodes, on va dire qu'une journée type, j'arrive, je donne le grain aux brebis. Ensuite, en fonction des périodes, alors soit si c'est l'agnelage, je vais boucler les agneaux, m'occuper d'eux, refaire les lots, les marquer, etc. Si c'est des périodes où on est plus dans le travail extérieur, ben, je vais prendre le tracteur et aller faucher. C'est très varié. Je fais 40 heures semaine. L'agnelage, c'est hyper intéressant. Aider la mère à mettre bas, c'est très instructif et moi, ça m'a beaucoup plu. Je suis tombé amoureux de ce métier, de par sa diversité. Ça peut être soins aux animaux, les mises bas, travaux extérieurs. C'est vrai que j'étais une personne très timide et en fait le fait de changer d'exploitation à chaque fois, je me suis un peu ouverte. Je parle plus facilement en fait. Ça m'a aidée, ouais. C'est un métier qui permet de se former, de voir des élevages différents. Il y a entre autres les ovins. C'est très enrichissant, ça apprend à être autonome. Et avec des agriculteurs, voilà, il y a beaucoup d'affinités qui se créent. Et après, du coup, ça fait marcher le bouche à oreille. Je travaille du lundi au vendredi, j'ai tous mes week-ends. J'ai des jours de congé si je préviens avant, j'ai mes semaines quand je veux, enfin, c'est parfait. On fait notre métier, mais on a des moments de coupure, c'est très intéressant. Moi, j'ai comme projet ensuite de m'installer sur une exploitation au vin lait, soit seule, soit avec un associé. Ça m'a donné des idées, beaucoup de modes de fonctionnement, donc ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour être un bon salarié agricole, il faut du coup être patient avec les animaux. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à s'inscrire au service de remplacement. Je pense qu'il n'y a pas plus formateur que ce métier-là. Il faut se lancer, quoi. Il faut être passionné parce que c'est quand même un métier assez rude, assez dur, donc il faut être passionné, il faut vouloir apprendre. De se renseigner autour de soi ou dans les coopératives, des exploitants qui cherchent. Oui, le service de remplacement, c'est bien aussi pour trouver du boulot en tant que salarié agricole, parce que ça peut déboucher après sur des contrats en CDI. Moi, j'interviens dans beaucoup de types d'élevage, mais on peut se spécialiser et faire que de l'ovin. Pour une future installation, de commencer par le service de remplacement, c'est très intéressant pour justement déjà toucher à ce métier-là de par le salariat. Moi, à la base, j'avais très peur parce que du coup, je ne fais pas partie du milieu agricole. J'ai une formation, mais globale, et donc j'avais peur de ne pas avoir assez de connaissances et d'avoir les conseils après des agriculteurs chez qui on va. C'était très, très important. Mon meilleur souvenir des Olympiades, c'est quand j'ai remporté la finale régionale d'Occitanie et que j'ai compris que j'étais qualifiée pour la finale nationale à Paris au Salon de l'Agriculture. Et là, je me suis dit « Waouh !» Je m'appelle Maëlys, j'ai 20 ans, je suis du Lot et je suis meilleure jeune bergère de France des Olympiades 2020. J'ai fait un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, puis un BTS production animale dans le même établissement à La Roque à Rodez. Mon père a déjà été juge aux Olympiades et ma sœur a participé aux Olympiades, donc je connaissais déjà et j'avais envie moi aussi d'essayer, quoi. J'ai fait 4 années de suite les Olympiades départementales où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades régionales et c'est la dernière année où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades nationales. L'épreuve que j'aime le plus, c'est le tri des brebis. Il faut allier à la fois la technique et la rapidité. C'est des gestes qu'on fait en fait tous les jours sur l'exploitation. La petite anecdote qui m'a un peu stressée lors de la finale nationale, je voulais surtout pas, disons, commencer par l'épreuve du parage. C'était un peu l'épreuve que je redoutais le plus. Et j'ai commencé par l'épreuve du parage. Et à cela s'est rajouté qu'un journaliste est arrivé et m'a demandé s'il pouvait filmer. Donc j'ai pas osé dire non. Donc c'est vrai que les deux cumulés, c'était un peu stressant. Mais bon.
Je pense que les jeunes dans les établissements agricoles qui participent à ce concours et qui ne connaissent pas forcément l'élevage ovin, par ce concours, on peut en apprendre autant en technique qu'en connaissance. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'y participer. On en apprend toujours. On en apprend toujours, ouais. À la base, j'étais passionnée d'équitation, sauf que dans les chevaux, pour en vivre et même trouver du travail, c'est un peu compliqué. Je suis au service de remplacement depuis 15 ans. J'ai fait un parcours agricole en vue d'une future installation. Le projet n'a pas pu se faire, donc je suis resté au service de remplacement. Quand j'avais 14 ans, je cherchais absolument un stage en production ovine. J'avais déjà fait des stages dans notre exploitation et de par le bouche à oreille, j'ai trouvé l'exploitation du GAEC de Jean-Pierre et Damien. Je me sentais pas à l'aise dans le travail en ville et tout. Moi, je sors d'un BTS production animale, donc j'ai une expérience globale de l'agriculture et je ne m'étais pas spécialisée forcément dans le milieu ovin. J'étais en bac pro CGEA à Saint-Afrique. Ensuite, j'ai fait mon BTS AXE à la Vinadi, à Figeac. Ensuite, j'ai fait un certificat de spécialisation en élevage ovin-viande à la Capelle Marival, en apprentissage, où j'étais du coup ici. Et du coup, après, j'ai été embauchée en CDI. J'ai cherché beaucoup sur Pôle emploi et en fait c'est par un réseau social que j'ai trouvé l'annonce. Et j'ai directement appelé Marina et après ça s'est fait tout seul, j'ai eu un entretien et voilà, c'était parti pour 3 mois. Quand j'étais à la Vinadi, il y avait un salarié agricole qui était tondeur de brebis et il venait tondre ici et c'est lui qui m'a aiguillée, qui m'a dit va chez Marc, c'est bien. Du coup j'ai dit bon on va y aller. Je suis arrivée au CS, je connaissais rien aux brebis. Donc du coup c'est Marc qui m'a tout appris. Alors ça peut être du complément de main-d'œuvre comme ici, ou alors ça peut être aussi s'il y a un accident de travail, maladie. Ça peut être aussi pour un remplacement congé. Là, on peut avoir la responsabilité carrément de l'exploitation. Sur une journée, je fais à peu près 8 heures. C'est très redonné, l'alimentation. Sur la semaine, je fais à peu près 35 heures. Selon les périodes, on va dire qu'une journée type, j'arrive, je donne le grain aux brebis. Ensuite, en fonction des périodes, alors soit si c'est l'agnelage, je vais boucler les agneaux, m'occuper d'eux, refaire les lots, les marquer, etc. Si c'est des périodes où on est plus dans le travail extérieur, je vais prendre le tracteur et aller faucher. C'est très varié. Je fais 40 heures semaine. L'agnelage, c'est hyper intéressant. Aider la mère à mettre bas, c'est très instructif et moi, ça m'a beaucoup plu. Je suis tombé amoureux de ce métier de par sa diversité. Ça peut être soins aux animaux, les mises bas, travaux extérieurs. Ça marche? Allô, allô? On va recommencer, ouais. William, s'il vous plaît. C'est vrai que j'étais une personne Ils vont faire- timide et en fait le fait de changer d'exploitation à chaque fois, je me suis un peu ouverte, je parle plus facilement. On va faire déguster au département. Les filles, elles faut qu'elles fassent cuire. Bon, on va là-bas au département. Là-bas au département, rien, je sais pas.
fait. Ça m'a aidé, ouais. C'est un métier qui permet de se former, de voir des élevages différents, et entre autres les ovins. C'est très enrichissant, ça apprend à être autonome. Et avec des agriculteurs, voilà, il y a beaucoup d'affinités qui se créent. Et après, du coup, ça fait marcher le bouche à oreille. Je travaille du lundi au vendredi, j'ai tous mes week-ends, j'ai des jours de congé si je préviens avant, j'ai mes semaines quand je veux, enfin, c'est parfait. On fait notre métier, mais on a des moments de coupure, c'est très intéressant. Moi, j'ai comme projet ensuite de m'installer sur une exploitation au vin lait, soit seule, soit avec un associé. Ça m'a donné des idées, beaucoup de modes de fonctionnement, donc ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour être un bon salarié agricole, il faut du coup être patient avec les animaux. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à s'inscrire au service de remplacement. Je pense qu'il n'y a pas plus formateur que ce métier-là. Il faut se lancer, quoi. Il faut être passionné parce que c'est quand même un métier assez rude, assez dur, donc il faut être passionné, il faut vouloir apprendre. De se renseigner autour de soi ou dans les coopératives, des exploitants qui cherchent. Oui, le service de remplacement, c'est bien aussi pour trouver du boulot en tant que salarié agricole, parce que ça peut déboucher après sur des contrats en CDI. Moi, j'interviens dans beaucoup de types d'élevage, mais on peut se spécialiser et faire que de l'ovin. Pour une future installation, de commencer par le service de remplacement, c'est très intéressant pour justement déjà toucher à ce métier-là, de par le salariat. Moi, à la base, j'avais très peur parce que du coup, je ne fais pas partie du milieu agricole. J'ai une formation, mais globale, et donc j'avais peur de ne pas avoir assez de connaissances et d'avoir les conseils après des agriculteurs chez qui on va. C'était très très important. Mon meilleur souvenir des Olympiades, c'est quand j'ai remporté la finale régionale d'Occitanie et que j'ai compris que j'étais qualifiée pour la finale nationale à Paris au Salon de l'Agriculture. Et là, je me suis dit « Waouh !» Je m'appelle Maëlys, j'ai 20 ans, je suis du Lot et je suis meilleure jeune bergère de France des Olympiades 2020. J'ai fait un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, puis un BTS production animale dans le même établissement à La Roque à Rodez. Mon père a déjà été juge aux Olympiades et ma sœur a participé aux Olympiades, donc je connaissais déjà et j'avais envie moi aussi d'essayer, quoi. J'ai fait 4 années de suite les Olympiades départementales où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades régionales. Et c'est la dernière année où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades nationales. L'épreuve que j'aime le plus, c'est le tri des brebis. Il faut allier à la fois la technique et la rapidité. C'est des gestes qu'on fait en fait tous les jours sur l'exploitation. La petite anecdote qui m'a un peu stressée lors de la finale nationale, je voulais surtout pas, disons, commencer par l'épreuve du parage. C'était un peu l'épreuve que je redoutais le plus. Et j'ai commencé par l'épreuve du parage. Et à cela s'est rajouté qu'un journaliste est arrivé et m'a demandé s'il pouvait filmer. Donc j'ai pas osé dire non. Donc c'est vrai que les deux cumulés, c'était un peu stressant. Mais bon. Je pense que les jeunes dans les établissements agricoles qui participent à ce concours et qui ne connaissent pas forcément l'élevage au vin, par ce concours, on peut en apprendre autant en technique qu'en connaissance. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'y participer. On en apprend toujours. On en apprend toujours, ouais. À la base, j'étais passionnée d'équitation, sauf que dans les chevaux, pour en vivre et même trouver du travail, c'est un peu compliqué. Je suis au service de remplacement depuis 15 ans. J'ai fait un parcours agricole en vue d'une future installation. Le projet n'a pas pu se faire, donc je suis resté au service de remplacement. Quand j'avais 14 ans, je cherchais absolument un stage en production ovine. J'avais déjà fait des stages dans notre exploitation et de par le bouche à oreille, j'ai trouvé l'exploitation du GAEC de Jean-Pierre et Damien. Je me sentais pas à l'aise
dans le travail en ville et tout. Moi, je sors d'un BTS production animale, donc j'ai une expérience globale de l'agriculture. Et je ne m'étais pas spécialisée forcément dans le milieu ovin. J'étais en bac pro CGEA à Saint-Afrique. Ensuite, j'ai fait mon BTS AXE à la Vinadi, à Figeac. Ensuite, j'ai fait un certificat de spécialisation en élevage ovin-viande à la Capelle Marival, en apprentissage, où j'étais ici. Et du coup, après, j'ai été embauchée en CDI. J'ai cherché beaucoup sur Pôle emploi et en fait c'est par un réseau social que j'ai trouvé l'annonce. Et j'ai directement appelé Marina et après ça s'est fait tout seul, j'ai eu un entretien et voilà, c'était parti pour 3 mois. Quand j'étais à la Vinadi, il y avait un salarié agricole qui était tondeur de brebis et il venait tondre ici et c'est lui qui m'a aiguillée, qui m'a dit va chez Marc, c'est bien. Du coup j'ai dit bon on va y aller. Je suis arrivée au CS, je connaissais rien aux brebis. Donc du coup c'est Marc qui m'a tout appris. Alors ça peut être du complément de main-d'œuvre comme ici, ou alors ça peut être aussi s'il y a un accident de travail, maladie, ça peut être aussi pour un remplacement congé. Là, on peut avoir la responsabilité carrément de l'exploitation. Sur une journée, je fais à peu près 8 heures. C'est très raisonné, l'alimentation. Sur la semaine, je fais à peu près 35 heures. Selon les périodes, on va dire qu'une journée type, j'arrive, je donne le grain aux brebis. Ensuite, en fonction des périodes, alors soit si c'est l'agnelage, je vais boucler les agneaux, m'occuper d'eux, refaire les lots, les marquer, etc. Si c'est des périodes où on est plus dans le travail extérieur, je vais prendre le tracteur et aller faucher. C'est très varié. Je fais 40 heures semaine. L'agnelage, c'est hyper intéressant. Aider la mère à mettre bas, c'est très instructif et moi, ça m'a beaucoup plu. Je suis tombé amoureux de ce métier de par sa diversité. Ça peut être soins aux animaux, les mises bas, travaux extérieurs. C'est vrai que j'étais une personne très timide et en fait le fait de changer d'exploitation à chaque fois, je me suis un peu ouverte. Je parle plus facilement en fait. Ça m'a aidée, ouais. C'est un métier qui permet de se former, de voir des élevages différents. Il y a entre autres les ovins. C'est très enrichissant, ça apprend à être autonome. Et avec des agriculteurs, il y a beaucoup d'affinités qui se créent. Et après, ça fait marcher le bouche à oreille. Je travaille du lundi au vendredi, j'ai tous mes week-ends. J'ai des jours de congé si je préviens avant, j'ai mes semaines quand je veux, c'est parfait. On fait notre métier, mais on a des moments de coupure, c'est très intéressant. Moi, j'ai comme projet ensuite de m'installer sur une exploitation au vin lait, soit seule, soit avec un associé. Ça m'a donné des idées, beaucoup de modes de fonctionnement, donc ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour être un bon salarié agricole, il faut du coup être patient avec les animaux. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à s'inscrire au service de remplacement. Je pense qu'il n'y a pas plus formateur que ce métier-là. Il faut se lancer, quoi. Il faut être passionné parce que c'est quand même un métier assez rude, assez dur, donc il faut être passionné, il faut vouloir apprendre. De se renseigner autour de soi ou dans les coopératives, des exploitants qui cherchent. Oui, le service de remplacement, c'est bien aussi pour trouver du boulot en tant que salarié agricole, parce que ça peut déboucher après sur des contrats en CDI. Moi, j'interviens dans beaucoup de types d'élevage, mais on peut se spécialiser et faire que de l'ovin. Pour une future installation, de commencer par le service de remplacement, c'est très intéressant pour justement déjà toucher à ce métier-là de par le salariat. Moi, à la base, j'avais très peur parce que du coup, je ne fais pas partie du milieu agricole. J'ai une formation, mais globale, et donc j'avais peur de ne pas avoir assez de connaissances et d'avoir les conseils après des agriculteurs chez qui on va. C'était très très important.
Mon meilleur souvenir des Olympiades, c'est quand j'ai remporté la finale régionale d'Occitanie et que j'ai compris que j'étais qualifiée pour la finale nationale à Paris au Salon de l'Agriculture. Et là, je me suis dit « Waouh !» Je m'appelle Maëlys, j'ai 20 ans, je suis du Lot et je suis meilleure jeune bergère de France des Olympiades 2020. J'ai fait un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, puis un BTS production animale dans le même établissement à La Roque à Rodez. Mon père a déjà été juge aux Olympiades et ma sœur a participé aux Olympiades, donc je connaissais déjà et j'avais envie moi aussi d'essayer, quoi. J'ai fait 4 années de suite les Olympiades départementales où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades régionales et c'est la dernière année où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades nationales. L'épreuve que j'aime le plus, c'est le tri des brebis. Il faut allier à la fois la technique et la rapidité. C'est des gestes qu'on fait en fait tous les jours sur l'exploitation. La petite anecdote qui m'a un peu stressée lors de la finale nationale, je voulais surtout pas, disons, commencer par l'épreuve du parage. C'était un peu l'épreuve que je redoutais le plus. Et j'ai commencé par l'épreuve du parage. Et à cela s'est rajouté qu'un journaliste est arrivé et m'a demandé s'il pouvait filmer. Donc j'ai pas osé dire non. Donc c'est vrai que les deux cumulés, c'était un peu stressant. Mais bon. Je pense que les jeunes dans les établissements agricoles qui participent à ce concours et qui ne connaissent pas forcément l'élevage ovin, par ce concours, on peut en apprendre autant en technique qu'en connaissance et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'y participer. On en apprend toujours. On en apprend toujours, ouais. À la base, j'étais passionnée d'équitation, sauf que dans les chevaux, pour en vivre et même trouver du travail, c'est un peu compliqué. Je suis au service de remplacement depuis 15 ans. J'ai fait un parcours agricole en vue d'une future installation. Le projet n'a pas pu se faire, donc je suis resté au service de remplacement. Quand j'avais 14 ans, je cherchais absolument un stage en production ovine. J'avais déjà fait des stages dans notre exploitation et de par le bouche à oreille, j'ai trouvé l'exploitation du GAEC de Jean-Pierre et Damien. Je me sentais pas à l'aise dans le travail en ville et tout. Moi, je sors d'un BTS production animale, donc j'ai une expérience globale de l'agriculture et je ne m'étais pas spécialisée forcément dans le milieu ovin. J'étais en bac pro CGEA à Saint-Afrique. Ensuite, j'ai fait mon BTS Axe à la Vinadi, à Figeac. Ensuite, j'ai fait un certificat de spécialisation en élevage ovin-viande à la Capelle-Marival, en apprentissage, où j'étais du coup ici. Et du coup, après, j'ai été embauchée en CDI. J'ai cherché beaucoup sur Pôle emploi et en fait c'est par un réseau social que j'ai trouvé l'annonce. Et j'ai directement appelé donc Marina et après ça s'est fait tout seul, j'ai eu un entretien et voilà, c'était parti pour 3 mois. Quand j'étais à la Vinadi, il y avait un salarié agricole qui était tondeur de brebis et il venait tondre ici et c'est lui qui m'a aiguillée, qui m'a dit va chez Marc, c'est bien. Du coup j'ai dit bon on va y aller. Je suis arrivée au CS, je connaissais rien aux brebis. Donc du coup c'est Marc qui m'a tout appris. Alors ça peut être du complément de main-d'œuvre comme ici, ou alors ça peut être aussi s'il y a un accident de travail, maladie, ça peut être aussi pour un remplacement congé. Là, on peut avoir la responsabilité carrément de l'exploitation. Sur une journée, je fais à peu près 8 heures. C'est traire et donner l'alimentation. Sur la semaine,
je fais à peu près 35 heures. Selon les périodes, on va dire qu'une journée type, j'arrive, je donne le grain aux brebis. Ensuite, en fonction des périodes, alors soit si c'est l'agnelage, je vais boucler les agneaux, m'occuper d'eux, refaire les lots, les marquer, etc. Si c'est des périodes où on est plus dans le travail extérieur, je vais prendre le tracteur et aller faucher. C'est très varié. Je fais 40 heures semaine. L'agnelage, c'est hyper intéressant. Aider la mère à mettre bas, c'est très instructif et moi, ça m'a beaucoup plu. Je suis tombé amoureux de ce métier, de par sa diversité. Ça peut être soins aux animaux, les mises bas, les travaux extérieurs. C'est vrai que j'étais une personne très timide et en fait le fait de changer d'exploitation à chaque fois, je me suis un peu ouverte. Je parle plus facilement en fait. Ça m'a aidée, ouais. C'est un métier qui permet de se former, de voir des élevages différents. Il y a entre autres les ovins. C'est très enrichissant. Ça apprend à être autonome. Et avec des agriculteurs, voilà, il y a beaucoup d'affinités qui se créent. Et après, du coup, ça fait marcher le bouche à oreille. Je travaille du lundi au vendredi, j'ai tous mes week-ends. J'ai des jours de congé si je préviens avant, j'ai mes semaines quand je veux, enfin, c'est parfait. On fait notre métier, mais on a des moments de coupure, c'est très intéressant. Moi, j'ai comme projet ensuite de m'installer sur une exploitation au vin lait, soit seule, soit avec un associé. Ça m'a donné des idées, beaucoup de modes de fonctionnement, donc ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour être un bon salarié agricole, il faut du coup être patient avec les animaux. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à s'inscrire au service de remplacement. Je pense qu'il n'y a pas plus formateur que ce métier-là. Il faut se lancer, quoi. Il faut être passionné parce que c'est quand même un métier assez rude, assez dur, donc il faut être passionné, il faut vouloir apprendre. De se renseigner autour de soi ou dans les coopératives, des exploitants qui cherchent. Oui, le service de remplacement, c'est bien aussi pour trouver du boulot en tant que salarié agricole, parce que ça peut déboucher après sur des contrats en CDI. Moi, j'interviens dans beaucoup de types d'élevage, mais on peut se spécialiser et faire que de l'ovin. Pour une future installation, de commencer par le service de remplacement, c'est très intéressant pour justement déjà toucher à ce métier-là de par le salariat. Moi, à la base, j'avais très peur parce que du coup, je ne fais pas partie du milieu agricole. J'ai une formation, mais globale, et donc j'avais peur de ne pas avoir assez de connaissances et d'avoir les conseils après des agriculteurs chez qui on va. C'était très, très important. Mon meilleur souvenir des Olympiades, c'est quand j'ai remporté la finale régionale d'Occitanie et que j'ai compris que j'étais qualifiée pour la finale nationale à Paris au Salon de l'Agriculture. Et là, je me suis dit « Waouh !» Je m'appelle Maëlys, j'ai 20 ans, je suis du Lot et je suis meilleure jeune bergère de France des Olympiades 2020. J'ai fait un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, puis un BTS production animale dans le même établissement à La Roque à Rodez. Mon père a déjà été juge aux Olympiades et ma sœur a participé aux Olympiades, donc je connaissais déjà et j'avais envie moi aussi d'essayer, quoi. J'ai fait 4 années de suite les Olympiades départementales où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades régionales et c'est la dernière année où j'ai été sélectionnée pour les Olympiades nationales. L'épreuve que j'aime le plus, c'est le tri des brebis. Il faut allier à la fois la technique et la rapidité. C'est des gestes qu'on fait en fait tous les jours sur l'exploitation. La petite anecdote qui m'a un peu stressée lors de la finale nationale, je voulais surtout pas, disons, commencer par l'épreuve du parage. C'était un peu l'épreuve que je redoutais le plus. Et j'ai commencé par l'épreuve du parage. Et à cela s'est rajouté qu'un journaliste est arrivé et m'a demandé s'il pouvait filmer. Donc j'ai pas osé dire non. Donc c'est vrai que les deux cumulés, c'était un peu stressant. Mais bon.
Je pense que les jeunes dans les établissements agricoles qui participent à ce concours et qui ne connaissent pas forcément l'élevage ovin, par ce concours, on peut en apprendre autant en technique qu'en connaissance. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'y participer. On en apprend toujours. On en apprend toujours, ouais. À la base, j'étais passionnée d'équitation, sauf que dans les chevaux, pour en vivre et même trouver du travail, c'est un peu compliqué. Je